j'étais allé en Norvège là au mois de mars avec Elias justement et Jérémy. Il y a un moment, on faisait un footing dans une sortie. On a voulu faire un sommet, sauf que nous on est parti en soquette, pas du tout habillés, et on a voulu faire un 3000 là-bas. Enfin, l'équivalent d'un 3000 là-bas, et en fait on s'est dit ouais mais c'est juste à côté de la maison, ça va quoi. Sauf qu'ils aient un froid de l'espace. Et franchement, mais vraiment, c'est la première fois que je me suis dit, ouais, c'est vraiment chaud, voilà. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans ce nouveau numéro, j'ai réitéré l'épisode avec deux invités simultanés, mais l'invité principal vous sera présenté dans quelques instants. Je tiens à saluer toute la communauté des Patreons, pas de nouveau Patreon cette semaine, mais toute la communauté est engagée pour faire vivre cette belle communauté de trailers positifs. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à soutenir le LTP, à nous rejoindre sur patreon.com/Let's Trail le podcast. Allez, dans cet épisode, j'ai souhaité faire appel à Monsieur Stéphane Ricard, ce gars pensé de presque 40 ans, triple champion du monde de raquettes à neige. Et oui, triple champion du monde, ça laisse présager du personnage qu'il est. Il nous parlera de cette discipline assez particulière qui est assez méconnue en France, mais qui, vous allez l'entendre, est d'une exigence toute particulière et a beaucoup de rapports avec le trail running notamment. Et en parlant de trail running, il a également performé sur quelques-uns des plus beaux événements de la discipline, comme le Marathon d'Écosse et sa deuxième place en 2012, la 6000D et sa victoire en 2013, la montée du Ventoux et sa victoire en 2014, le Grand Trail des Écrins qu'il remporte en 2019 ou encore la 6000D qu'il remporte en 2021. Et pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai décidé de faire appel à son ami Nicolas Martin, le tout nouveau vice-champion du monde de trail long. Il a été sacré il y a quelques jours à Chiang Mai. Et donc c'est bien Nicolas Martin qui sera le troisième larron dans cette discussion dans laquelle nous aborderons divers sujets, l'éducation sportive des enfants, son historique sportif, les relations qu'il peut y avoir entre raquette à neige et trail running, ses plus beaux moments et pires moments de trail ou de raquette à neige, et bien d'autres sujets. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Stéphane Ricard et Nicolas Martin. Je suis avec Stéphane Ricard et Nicolas Martin. Salut les gars, comment allez-vous? Super, et toi? Ça va. Alors vous êtes au même endroit, hein, vous êtes situés dans la même location. Exactement, en ce moment on est en stage d'entraînement avec Thibaut Garivier pour préparer les championnats du monde sur Gap. Donc Steph m'héberge gentiment pendant une dizaine de jours pour profiter du beau temps qui règne souvent autour de Gap. Ouais, alors effectivement, Stéphane, tu habites à Gap? Oui, voilà, c'est ça, j'habite à Gap et du coup, j'héberge Nico pour son stage. Voilà, on a une longue relation dans le sport et chaque fois qu'il veut venir un peu stager dans un endroit différent que le Trièves, chaque fois qu'il veut venir au Paradis, en fait, il vient ici dans les Hautes-Alpes. C'est quand le déménagement, c'est quand le déménagement, Nico, du coup? Je sais pas, je me tâte, mais tu non, mais réfléchis? ça fait partie des endroits où ce serait pas trop difficile pour moi de venir vivre autour de Gap, parce qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour faire du sport. Mais bon, globalement, les Alpes, c'est pas mal, mais c'est vrai que les Alpes du Sud, t'as surtout dans les intersaisons quand même ce côté beau temps qui, dans des sports comme les nôtres, où tu passes beaucoup d'heures dehors, a quand même son importance, quoi. C'est clair. Bon, encore une fois, merci de nous accorder du temps. On avait parlé la première fois qu'on avait évoqué dans le podcast le nom de Stéphane Ricard, c'était avec toi, Nico, à l'arrivée du Trail du Ventoux en 2019, juste avant tout ce qui s'est passé après. Et tu nous avais évoqué ce fantastique reportage de la lavande à la glace, si je ne dis pas de bêtises, que vous aviez fait ensemble, ce partage d'expériences sportives avec une visée pédagogique. Stéphane, est-ce que tu peux un petit peu réexpliquer ce que vous aviez fait à cette période-là, en 2019? Oui, bah en fait, à la base, je voulais faire un projet avec les enfants, étant professeur des écoles sur Gap, avec ma classe de CM1, CM2. Et l'idée, c'était de travailler sur du local
Donc, de faire découvrir aux enfants les activités, le terroir, les montagnes, tout ce qu'on pouvait rencontrer quand on arpente les Hautes-Alpes. Et l'idée, donc, c'était de partir de la Lavande, donc de Ridier, c'était le point le plus bas du département, et de monter à la glace, la barre des Écrins, le point le plus haut. Et entre-temps, il y avait des rencontres, il y avait des activités partagées, et c'est les élèves qui ont mis en place ce projet sous mon impulsion. Et en fait, l'idée, c'était de le partager au mois de juillet avec un copain, des amis. Et j'avais proposé ça à Nico, et étant un amoureux de la borne, un amoureux des grands espaces, il avait accepté. On avait vécu ça pleinement. Donc, nous deux sur le projet, puis avec les enfants aussi tout au long de l'année pour ma part, et puis aussi sur une journée, le jour du projet. Cool, on peut retrouver cette vidéo, je crois, sur YouTube. Si vous cherchez de la lavande à la glace, vous tomberez dessus. Nico, un petit retour sur ce projet-là. Tu nous en avais déjà parlé, mais est-ce que, avec le recul là de plus de 2 ans, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, c'était une super aventure, une autre vision aussi de la pratique. Moi, j'ai toujours eu une carrière un peu compétitive avec voilà les stages d'entraînement, se préparer aux compètes. Là, c'est une autre façon de voir le sport. C'est aussi utiliser d'une certaine manière nos capacités de sportifs de haut niveau pour faire des projets qui sortent un peu de la norme, parce que sans être quelque chose d'extrême, c'était quand même des belles journées à chaque fois. Et puis le partage avec les enfants, avec les copains autour qu'on a pu avoir, notamment sur la dernière journée où on est monté à la barre, où c'était pour nous deux quand même quelque chose d'un peu nouveau. L'alpinisme, on n'en fait pas forcément régulièrement. Donc non, c'était vraiment une super aventure. Et j'espère qu'on pourra refaire des choses de ce type-là dans les années à venir. Merci pour ce retour. Effectivement, c'était chouette à regarder ce reportage, cette vidéo, et avec une grande visée pédagogique et éducative. On reparlera un petit peu de cet aspect un peu plus tard. Stéphane, et n'hésite pas, Nico, à intervenir, à poser des questions quand tu souhaites, à donner des anecdotes aussi. Ça peut être toujours utile, ou rigolo, ou pas. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu as grandi, ton environnement géographique, familial, sportif, etc. Haut alpin à la base, avec des parents qui sont de Gap. Donc, j'ai fait mes études sur Aix et Marseille, mais j'ai passé la plupart de mon existence ici à Gap. J'ai commencé le sport hyper tôt, j'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, j'ai basculé sur le tennis. Comme quoi, ça se rapproche bien de la raquette. Et voilà, j'ai toujours aimé les sports d'endurance, puis les sports dans leur globalité. Et les sports d'endurance, j'ai vraiment commencé en 2006. J'étais allé voir des copains sur l'Ironman, et puis je me suis lancé, j'ai fait l'Ironman l'année d'après. Et puis petit à petit, je me suis recentré sur la course à pied par manque de temps. Et puis, vu mon niveau en natation, il valait mieux refaire que de la course à pied. Et après, j'ai fait du trail, de la course en raquette, de la course sur route. J'aime bien varier les activités et découvrir plein de choses différentes. Mais j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Et voilà, issu du foot à la base. Voilà, donc justement, j'allais te dire, on va un peu trop vite, mais c'est pas grave. Tu nous as fait un beau tableau là. Issu du foot à la base, donc Comme moi. voilà, comme toi, comme moi d'ailleurs, comme beaucoup de gens en France. Euh, qu'est-ce que tu y cherchais dans le foot? Qu'est-ce que tu y trouvais, si ce n'est les copains? Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté le foot? En fait, c'est vrai, quand t'es petit, tous tes copains ils font du foot. Bon, bah, tu vas faire du foot. C'est aussi facile pour les parents. On te laisse le mercredi après-midi à 2 heures, on va te rechercher à 17 heures. Au-delà de ça, il y a la dimension collective quand même, parce que c'est un sport d'équipe, hein, forcément. Et puis voilà, il y a la dimension du jeu. Euh, et donc, du coup, moi, j'adorais jouer et en même temps gagner aussi dans la compétition, qu'elle soit officielle ou pas. Et voilà, le foot, il y avait de la technique, il y avait du physique, il y avait des entraînements durs, difficiles, faciles. Il y avait des matchs loin, pas loin. Et du coup, voilà, les années, elles ont passé. Et puis, j'ai vraiment aimé ce sport jusqu'au jour où, à l'âge de 15 ans, ça devenait. C'était plus du sport, en fait, parce qu'on commençait à jouer à quand même un niveau intéressant, et on commençait à se déplacer loin. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de violence dans les échanges et même en dehors du terrain.
Et du coup, j'ai préféré arrêter et faire du tennis. Même à cette période-là, c'était dans les années combien, là, à peu près, ton adolescence Moi, il me semble que c'est arrivé un peu plus tard, non, cette mentalité Ouais, compliquée bah, dans le c'était foot. les années 98, 97. Ouais. Bon, c'était pas tout le temps ça, mais c'est vrai qu'on arrive aussi à un tournant de sa vie. On a 14-15 ans, on se cherche, on est dans la pleine adolescence. Voilà, c'est la période du lycée qui arrive, et peut-être que on a envie de faire aussi autre chose et moins se prendre la tête. Et avec nous, sur les entraînements et sur les matchs, chaque fois quand même, ça partait en dérive rapidement. Mhm. Et c'est dommage, quoi, parce que en fait, je trouve que le foot, c'est un super sport. C'est pour moi le plus beau sport. Après, c'est vrai que quand on voit toutes les dérives qu'il y a autour, sans parler du haut niveau, mais voilà, ça casse un peu ce sport. Mhm. Mais j'adore jouer au foot et je continue encore à jouer au foot. Après, j'ai repris en universitaire. Ouais. On a été vice-champion de France universitaire. C'était des belles épopées. Et là, c'était beaucoup plus simple parce que c'était dans un cadre universitaire, Ouais. donc il y a moins d'enjeux, moins de pression. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a avoir un petit regret quand même de ne pas avoir continué parce que j'avais quelques qualités. J'étais gaucher en plus, Ah, grand, gaucher, quel poste? latéral gauche. Ah, d'accord. Voilà, je nettoyais les couloirs. Et Tu sais, l'ascenseur entre l'avant et l'arrière. ouais, voilà, c'est Le ça. piston. Et voilà, mais après, faut rien regretter et puis il faut avancer. Mais c'est un super sport. Nico, toi, de ton côté, je me rappelle plus si tu en avais parlé dans l'épisode qu'on avait fait C'était plus, ensemble. ouais, non, le foot, moi, je Pourquoi t'avais trouve. arrêté, en fait? Moi, j'ai arrêté, c'était plus lié à mon autre passion à l'époque qui était la Ouais. chasse. Parce que j'avais Oui, au c'est vrai. niveau, c'est un peu difficile de concilier les deux, mais moi, je trouve qu'avec le recul, il y avait trop de compétition, en fait. Dans le sport, à cet âge-là, on était beaucoup dans le résultat. Et moi, avec le recul que j'ai d'athlète et maintenant un petit peu de coach aussi, c'est que, en fait, la clé dans le sport, c'est quand même le process. Et, Mhm. que ça, moi, ce que j'ai eu, c'est qu'il n'y avait pas assez ça qui était transmis. Et voilà, et Stéphane a parlé un peu de la violence. Moi, j'ai connu ça aussi. C'est vrai que quand tu prends du recul, ça n'a pas de sens, quoi, parce que on joue, il y a quand même des enjeux qui sont ridicules. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est problématique, je pense, et qui doit être transmis de manière différente par les éducateurs. C'est qu'avant tout, faut donner envie aux enfants de faire du sport. Et je trouve que là-dessus, les sports collectifs ont un plus par rapport à nos disciplines. C'est qu'il y a le côté jeu, comme disait Steph, qu'on n'a pas forcément tout de suite dans la course à pied. Et que c'est des bons sports pour emmener les enfants vers l'amour de l'activité physique. Et puis après, bah, il y en a peut-être qui se dirigeront vers du trail, du cyclisme, qui sont des sports un peu moins ludiques, où c'est beaucoup plus l'envie de l'activité, de se dépasser. Mais je pense que c'est plus facile aussi de venir à l'activité physique avec des sports où on joue. Et d'ailleurs, on dit on joue au tennis, on joue au foot, et on Mhm. dit pas on joue à la course à pied, quoi. C'est clair. Et C'est je vrai. pense que J'avais jamais ça, remarqué ça. c'est une belle illustration quand même que voilà, c'est des sports qui sont Mhm. un peu moins ludiques, un peu plus dans la difficulté, mais c'est pour ça qu'on aime ça aussi et qu'on vient faire ces disciplines. J'en parle d'ailleurs très bien, enfin j'en parle, on en parle très bien avec Pascal Balducci dans un des épisodes qui vient de sortir là, ce week-end sur Jeune et Trail, et on dit justement, on parle justement de cet aspect, notamment chez les prépubères où on doit s'axer fortement sur le jeu, hein, notamment dans le trail. Et ça c'est vrai que c'est hyper important. Et d'ailleurs lui dit qu'on n'est pas sur une notion d'entraînement pour les enfants, mais on est plutôt sur une notion de jeu exclusivement, et que l'entraînement ça vient quand même bien après, quoi. Et complètement, et on se rend compte dans les pays scandinaves où ils développent beaucoup les habiletés motrices, on sait que la performance, elle passe aussi par développer le plus possible d'habiletés motrices et donc Mm. pratiquer plein de sports différents dans l'adolescence. C'est un des facteurs qui permet de conduire à de la performance dans n'importe quel sport quand on atteint l'âge adulte. Et ma vision personnelle, c'est que pour moi, le sport de haut niveau, ça commence seulement à partir de la catégorie senior, quoi. Enfin, alors, Mhm. voir dans notre cas, parce qu'il court avec les seniors, mais avant, c'est bien, les résultats en junior et tout, mais pour moi, vraiment, le sport de haut niveau, c'est là on fait de la performance, c'est à partir des catégories espoir et senior, et du coup, on peut avoir une logique, alors bien sûr qu'on peut s'entraîner avant, mais quand même une logique tournée vers le haut niveau quand même quand on arrive vraiment au niveau adulte, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais Stéphane, après, vas-y, complète. Je t'en tous prie. les deux, vous avez parlé d'un mot qui est hyper important, c'est le jeu.
Et étant enseignant, en fait, le jeu, il est capital dans l'apprentissage, dans la pédagogie. Et en fait, on a parlé du jeu pour les jeunes, mais je pense que le jeu il est aussi important pour les adultes, parce qu'on se prend peut-être trop au sérieux aussi quand on s'entraîne. Et faire des entraînements sous forme de jeu, peut-être pas à chaque fois, parce qu'il y a des choses qui sont incompressibles, qu'on peut pas, peut-être pas transformer sous forme de jeu, mais la plupart du temps jouer en fait avec de toute façon on le voit, on entend bien Kylian Jornet est toujours en train de dire qu'il va jouer avec la nature, jouer avec les éléments, ben, en fait c'est ça quoi, donc faut pas attendre d'être jeune pour jouer quoi, il faut jouer dès l'âge adulte. C'est pas Et dans faux. la pédagogie c'est la chose numéro une, hein. Les gamins ils apprennent 10 000 fois plus vite quand ils jouent que quand ils sont contraints à une tâche mécanique. Mais on le voit aussi, moi, l'expérience que je commence à avoir, c'est que ceux qui durent aussi, tu te rends compte qu'à l'entraînement, alors le vélo, c'est un meilleur exemple, je trouve que ça s'y prête un peu plus avec les pancartes et tout, mais voilà, tu fais des sorties vélo avec Ludo Pomeray, il a 47 balais, il te fait des pancartes, et je pense que cette notion de jeu, de prise de plaisir dans la pratique, elle est hyper importante, et c'est vrai que voilà, des fois, il y a des thèmes de séance, mais souvent sur les trouve le vélo s'y prête plus, mais vraiment en vélo, c'est rare qu'on respecte parce qu'il y a une pancarte, on fait une petite pancarte et finalement, tu ne vois pas passer la sortie. Et comme il y a quand même une gestion de la charge mentale dans des sports comme les nôtres, c'est hyper important et c'est aussi ça qui fait que les athlètes durent. C'est que ça, on en revient aussi au process, mais c'est ceux qui aiment leur activité qui durent plus que ceux qui sont peut-être omnubilés par la performance et qui vont peut-être avoir des pics de performance, mais qui auront du mal à durer dans le temps parce qu'en fait, ils n'aiment pas foncièrement faire ça pour certains. C'est clair. On va en reparler juste après sur la partie plutôt entraînement euh, plus précisément. Steph, pour en revenir un petit peu sur ton parcours, j'aimerais bien comprendre, bon, on a vu, on a compris pourquoi tu avais basculé de sport. Quelle place avait la compétition? Alors déjà, deux questions. Est-ce que tu es fils unique ou est-ce que tu as des frères et des sœurs? Et quelle place a eu la compétition dans le foyer familial? Alors, j'ai un frère et une sœur qui font presque pas de sport, c'est ça qui est assez incroyable. Pourtant, ils ont été éduqués de la même manière. La place de la compétition, en fait, je pense comme la plupart des gens qui interviennent dans ce podcast et qui font du travail en compétition, c'est qu'à la base, on aime la compétition, on aime gagner. Quand j'étais petit, le moindre jeu de société, le moindre jeu vidéo, je faisais tout pour essayer de gagner, mais je n'étais pas capricieux dès que je perdais, en fait. Contrairement à de nos jours, beaucoup d'enfants qui sont capricieux quand ils perdent, quand ils réussissent pas. Moi, j'ai essayé je perdais. Souvent, mon père, il jouait aux jeux vidéo contre moi. Je perdais la première fois, puis après, j'ai essayé de trouver des choses et des parades pour pouvoir gagner à nouveau. Et je lâchais pas, quoi. Est-ce que ton père te mettait indirectement dans une manière, dans une façon de réfléchir qui te permettait de développer justement des solutions pour le gagner? Est-ce que tu penses qu'il y avait derrière ça, il avait une logique lui, ou c'était pas aussi recherché que ça? Non, non, c'était pas Non, il voulait recherché. gagner lui. Il voulait gagner aussi. Non, mais c'était jouer comme des enfants. Et il y a des enfants qui veulent gagner, il y en a qui veulent pas gagner. Je le vois dans la salle de classe aussi, et en EPS. Et voilà. Et je pense que pour faire de la compétition comme on fait, il faut avoir ça, quoi. Ou alors, il faut le développer au fur et à mesure de son enfance et de son adolescence. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même une limite. Si tu n'as pas ça en toi, même si tu fais ça pour le plaisir, même si tu fais ça pour la beauté du geste ou quoi, à un moment donné, je pense que ça peut quand même coincer. Moi, c'est ça qui me fascine un petit peu. Nico, tu peux aussi intervenir sur ce sujet-là, mais c'est qu'est-ce qui fait la différence entre vous, entre guillemets, je parle généralement, hein, des athlètes qui ont des résultats et dont la pratique est au plus haut niveau. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous, dans votre état d'esprit, même jeune, par rapport à quelqu'un qui n'ira pas aussi loin plus tard? Est-ce que vous comprenez la question? Moi, par exemple, tu vois, je pense que j'ai pas justement ça qui est hyper développé en moi et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas eu un palmarès avec beaucoup de grandes victoires parce que je pense que j'ai jamais eu vraiment cette envie de gagner à tout prix. J'étais plus dans le process et j'ai des souvenirs de me dire deuxième c'est bien. Ça, c'est pas une mentalité de gagnant. Tu vois, Kylian, il te dit deuxième, c'est le premier des perdants. Et je pense que ça a des défauts, celui de ne pas avoir claqué des grandes victoires. Et Steph, tu vois,
il a plus ça, il a été triple champion du monde dans sa discipline. Et peut-être avec cette capacité justement à faire des focus très forts à des moments pour aller justement chercher ces titres, ces victoires, ce que moi je suis moins capable de faire. L'autre côté qui est plutôt positif quand tu es comme je peux l'être moi, c'est la notion de régularité, parce que en fait j'aime avant tout faire ça, et du coup ça me coûte peut-être moins mentalement que ceux qui sont très focus. Et donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Après c'est aussi le sport, il n'y a qu'un gagnant, donc on ne peut pas non plus tout résumer à ça, parce que quand tu commences à faire du très haut niveau, tous les athlètes qui font du très haut niveau, c'est des athlètes qui sont exceptionnels et qui gagnent ou pas. Quand tu vois, on le voit par exemple dans le vélo. Dans le vélo, quand même, quand tu es cycliste pro, t'es cycliste pro, tu vois, c'est déjà une catégorie qui sort un peu de la norme, et ça n'existe pas encore dans le trail, mais d'une certaine manière, c'est un petit peu ça. Et après, chacun son itinéraire, et puis on l'a plus ou moins, et si on l'a pas trop, faut essayer de le développer, parce que moi j'ai essayé aussi de travailler pour être un peu plus battant, mais par contre j'ai toujours eu, je pense, quand même cette envie d'aller au bout des choses tout le temps et de pas lâcher. Donc c'est aussi une forme de mentalité d'essayer de gagner que d'être comme ça, quoi. Toi, Steph, de ton côté, tu as senti très tôt, est-ce que tu as pris conscience tôt que tu avais des choses à faire dans le milieu du sport? Tu nous as dit que tu avais basculé relativement tôt dans l'adolescence vers les sports d'endurance. Comment tu as compris dans un premier temps que tu avais certaines capacités et compétences dans ce type d'effort-là? Et est-ce que tu t'es vite projeté sur des objectifs, importants? En fait, petit, déjà au foot, je courais beaucoup sur le terrain, je courais dans tous les sens, c'est pour ça qu'on m'avait mis latéral. Ouais, mais moi c'est pareil, tu vois. Ah, latéral droit, moi j'étais. Voilà. Du coup, c'est des bons postes, ça, pour bien borner sur le terrain. C'est ça. Et, et après, ouais, même au collège, tout ça, je faisais tous les sports, ping-pong, mercredi après-midi, badminton, foot en salle, j'ai même fait rugby. J'ai tout fait parce que j'adorais tout faire. Et c'est vrai que quand tu as la caisse, finalement, tu es bon dans tous les sports rapidement, parce que la base, c'est l'aérobie dans tous les sports. Et puis après, la technique, bien s'y mêler. Et donc, du coup, voilà, j'étais à fond là-dedans. Et après, c'est une qualité, puis c'est un défaut, parce que je me suis aussi beaucoup parti dans tous les sens. Pour parler plus tard, après, quand je me suis mis à faire de la course à pied, du trail, de la raquette, de la course de route, du triathlon. Et voilà, mais moi, c'est comme ça que je voyais la vie, c'est comme ça que je vois la vie, c'est une mosaïque d'expériences. Donc, ouais, très rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais le sport et que j'avais quelques qualités. Et donc, du coup, je me suis mis à découvrir ces sports-là, le triathlon d'abord, et puis après, j'ai vu que c'était compliqué pour moi en natation, puis j'aimais pas forcément ça, donc j'ai fait la course aux routes, puis j'ai vu que la course aux routes, c'est bien, mais pas que ça, donc je me suis mis à faire la course en montagne, du trail, on l'appelle comme on veut. Et duathlon. Puis après du duathlon, et j'ai pas mal tourné comme ça, et puis la raquette, c'était un plus aussi, parce que j'aimais courir l'hiver, raquette au pied. Puis voilà, puis en même temps, je m'étais inscrit aussi à du tennis de table, puis j'ai ça, puis au bout d'un moment, j'ai dû dire non, faut s'arrêter. Après voilà, cette année par exemple, j'ai commencé à faire du water polo. Bon, je sais pas si je vais continuer, mais je voulais découvrir et j'y suis allé. Donc c'est un peu ma personnalité, c'est de découvrir et multiplier les expériences. T'as toujours été comme ça depuis petit, quoi. C'est vraiment ce qui te caractérise dans le sport, quoi. En fait, j'aimerais trop qu'un sport existe où il y a 10 disciplines, et en fait, c'est du décathlon, mais pas que en athlétisme. Ouais. Du foot, du ping-pong, du trail, du Ah, c'est bien le concept, ça. J'aime bien le concept. Et ce serait super, et en fait, ce serait vraiment un sportif complet, quoi. C'est clair, c'est clair. Il ne faudrait pas qu'il y ait de danse quand même, parce que c'est chaud, quoi. Ce serait compliqué. Mais c'est la personnalité de Steph, d'être comme ça, de faire plein de choses. Sur les projets, c'est quand même plutôt quelqu'un qui est un peu meneur de groupe, et je pense que c'est dans sa personnalité que d'expérimenter et de découvrir des nouvelles choses.
Mais aussi, il y a une notion de. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est aussi qu'il y a une notion de, tu vois, d'ouverture d'esprit aussi, je pense, parce que notamment dans le coaching, c'est ce que tu vois très bien. Hein. Combien de gens, combien de coachs, d'entraîneurs arrivent dans d'autres domaines qu'ils connaissent pas et en fait ils apportent par un peu leur naïveté et leur regard neuf quelque chose de nouveau, tu vois. Je pense que c'est quelque chose que tu peux développer aussi, quoi. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi le métier de prof des écoles, parce que je ne pense pas que j'aurais pu faire prof de PS. Je m'étais inscrit un moment au concours, mais je pense que prof des écoles, c'est vraiment bien, parce que déjà, le public est différent, Mhm. ils sont motivés. Et puis, finalement, tu fais plein de choses tout au long de la semaine. Et tu varies les disciplines, tu varies les approches, les supports, les entrées. Et nous, à l'école, on est en méthode Montessori, donc c'est complètement ça, quoi. C'est une approche. En fait, pour rentrer dans le sujet, c'est magnifique. Hein, tu m'as fait la transition sans tout seul. Cet aspect justement professionnel entre guillemets, euh, professeur des écoles. Ça t'est venu à quel moment? Tu savais dès plus jeune que tu voulais faire ce métier-là? Oui, j'ai toujours aimé quand même transmettre, et puis je suis quand même issu d'une famille. Ma mère est prof, donc Mhm. ça joue quand même beaucoup hein, sur le choix derrière des enfants, je trouve. Enfin, en tout cas pour ma part. Et donc du coup, ouais, très vite. Après, j'ai fait une licence d'histoire. Après, j'ai fait un master sciences de l'éduc. Et je voulais faire une thèse en didactique de l'EPS. Mais bon, autant dire qu'en France, il y a quand même peu de chances de bosser après derrière avec. Donc derrière, j'ai passé le concours et je l'ai eu. Et j'ai eu la chance d'être dans cette école-là, à Gap, qui suit Montessori. Et ça me convient complètement. À côté, je donne aussi des cours à la fac. Je ne pouvais pas rester que prof des écoles. Il fallait que je m'ouvre aussi à un autre public, comme j'aime bien varier les entrées. Et donc, du coup, c'est marrant parce qu'il y a par exemple, demain, j'ai les élèves de CM1, CM2, puis à 16h30, je donne un cours à la fac avec des masters. Ah oui, grand écart. Et du coup, c'est les grands écarts, hein. C'est tellement enrichissant, en fait, parce Mhm. que c'est complètement différent et en même temps, l'un euh, aide à faire l'autre, quoi. L'un nourrit l'autre, quoi. Mhm. Ouais. Et tu donnes quoi comme type de cours en faculté? C'est un master de gestion de territoire de montagne sur l'événementiel. Comment organiser un événement, comment trouver des sponsors, comment gérer les institutions, etc. Et ça, c'est des cours que tu peux donner parce que toi-même, t'as eu des diplômes complémentaires. Ouais, voilà, j'ai un master là-dedans et puis par l'expérience aussi de ce que j'ai pu faire à la fac et par les connaissanses aussi des personnes qui s'en occupent là-bas. Et je suis rentré comme ça. Et voilà. Mais j'aime bien faire d'autres choses que prof des écoles. Je suis aussi au jury de concours de prof des écoles Mhm. avec Marseille. Ça aussi, c'est hyper enrichissant. Et je trouve que rester en fait toujours dans la même routine, on va dire, je dis pas que c'est facile, hein, mais rester toujours dans la même routine, bah, moi, ça me nourrit pas assez quoi, au bout d'un moment. Parce que sincèrement, faire 40 ans d'enseignement à l'école primaire, si tu ne te remets pas en question à un moment donné, si tu vas pas voir autre part ce qui se passe, si tu modifies pas ton enseignement, bah, je pense qu'au bout d'un moment, les gamins, ils apprennent plus rien et toi, tu t'en déprimes. C'est rigolo parce que la manière dont tu décris un petit peu ton enfance, ton adolescence, ta manière de voir le sport et tout, ça correspond complètement au principe Montessori. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, rappeler ce que c'est? Et puis pourquoi tu penses que tu es adapté à ce type d'éducation en tant que professeur? Oui, ben, en fait, bon, Montessori, traîner, travail personnalisé, méthode du perfort, on appelle ça un peu comme on veut, c'est un mélange de pédagogie. En gros, c'est varier les supports et les entrées pour apprendre, tout simplement, et valider les compétences. Donc, ça peut être par l'auditif, ça peut être par le toucher, ça peut être par la vue, voilà, ça peut être par des jeux, ça peut être par du travail écrit, ça peut être par de l'oral, ça peut être par du travail en groupe, ça peut être par du travail individuel, ça peut être par du tutorat, enfin, plein de choses. Et en fait, voilà, on valide des compétences et on réinvestit des compétences en variant les supports. Et du coup, nous, dans la journée, il y a 1 heure par jour qui est consacrée à ça. Donc, les élèves ont un contrat et ils doivent valider les compétences qu'on a vues tout au long de la période. Et c'est eux qui choisissent le support dans lequel ils ont envie de valider ça. Mais il y a quand même une trame tout au Ah long oui, de oui, l'année. Oui.
Donc c'est pas, Oui, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, c'est pas libre cours à toute activité et démerdez-vous, quoi. C'est pas ça non, du mais tout c'est l'idée, quoi. très structuré, surtout à l'école primaire. Hmm. Certainement qu'au plus on avance dans les années, et s'il y a des profs au lycée qui font la méthode Montessori, c'est beaucoup plus libre, ils sont beaucoup plus autonomes. Mais à l'école primaire, ça va être beaucoup plus strict, mais à la fois libre le temps consacré à la validation de la compétence. Et c'est surtout eux qui vont choisir quel est le support et quel exercice et quelle entrée va leur permettre de valider ou de réinvestir ce qu'ils ont appris. Et je pense que ça peut s'appliquer au coaching. Je pense que Nicolas, il le fait déjà beaucoup dans ses coachings. Voilà, c'est partir de la personne pour construire un plan et non pas partir du plan par rapport à une personne. Mhm. Et ça, c'est bien plus difficile à mettre en place et avec des adaptations en permanence. Et voilà, et ça, c'est vraiment intéressant et magnifique à vivre avec les enfants, même si bien sûr, il y a plein de moments qui sont difficiles. Je ne vais pas dire que tout est rose, mais c'est super. Toi, Nico, ton côté, ouais, vas-y, complète si Ouais, vous. c'est en fait ce qui est intéressant dans un enseignement, dans n'importe quel domaine où tu transmets, en fait, c'est pas juste transmettre, c'est comment tu transmets, c'est la relation que tu as dans la transmission. Si on parle d'entraînement, faire un plan d'entraînement pour un mec qui va être champion du monde, par exemple, avec qui tu n'as aucun échange, est-ce que c'est plus enrichissant que de guider quelqu'un vers une réussite personnelle qui peut-être pas une performance de haut niveau, mais en prise en compte? Comme moi, je dis souvent, y a un peu deux types de coaching. Alors, les gens qui font du très haut niveau, c'est sûr qu'il y a des objectifs. On va un peu fonctionner en disant, voilà, l'objectif, on s'entraîne pour. Et pour d'autres types de personnes qui ont moins de dispo, bah, moi, je pars plutôt du principe de quel dispo tu as. Et plutôt, à partir de ces dispos-là, on va essayer de définir un objectif qui est peut-être pas celui dont tu rêves parce que peut-être c'est trop compliqué. Si tu peux te prendre 2 fois par semaine, est-ce qu'il faut rêver de faire l'UTMB? Ça se discute. Et dire, eh ben, on va peut-être aller faire une CCC. Et puis peut-être que tu vas aménager ta vie parce qu'aujourd'hui, tu peux faire que 2 fois. Et puis ça va prendre une place un peu plus importante. Et puis tu vas te dégager 3 fois, 4 fois. Et peut-être dans 2, 3 ans ou 4 ans, tu pourras faire l'UTMB. Et en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, l'échange avec les gens. Et puis la relation aussi avec des personnes qui sont très différentes. C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis pas issu d'un milieu particulièrement favorisé. Ça m'a permis le sport de rencontrer des gens qui sont issus d'autres milieux et de s'ouvrir à autre chose. Et c'est ça qui fait la vie. Je pense que Stéphane sait bien que ses élèves ils valident des compétences, mais je pense que s'ils voient vraiment qu'ils s'approprient, qu'ils sont heureux, parce que c'est aussi ça, le but de la vie, le premier objectif, c'est d'être heureux. Ça passe avant tout le reste. Et c'est ça qu'il faut essayer de transmettre au quotidien dans n'importe quelle activité qu'on fait. C'est clair, c'est clair. Très juste. Sur ce fameux projet de la lavande à la glace, qu'est-ce que Steph, toi, c'était dans ce cadre-là justement dont on parlait juste avant. Qu'est-ce que tu as voulu leur montrer? Qu'est-ce que tu as voulu créer en t'aidant de Nico sur ce projet-là? Déjà, le fait qu'il y ait Nico, c'était de partager une aventure commune. Puis c'était aussi d'amener un sportif de renom dans le milieu du trail sur un projet comme ça. Ça donne aussi un sens à ce qu'on fait. Nicolas les a d'ailleurs rencontrés, les élèves. Je leur ai montré des vidéos aussi dessus, même si ce n'était pas forcément facile, parce qu'à l'époque, il n'était pas dans le Triède. Mais ce qu'il faut, c'est donner du sens à l'apprentissage. C'est bien beau de mettre en place des supports, etc. Il faut trouver du sens. C'est comme dans l'entraînement, en fait. Il faut trouver du sens. Pourquoi tu le fais? Si tu suis bêtement, comme un robot, le plan d'entraînement, sans comprendre et sans essayer de réfléchir au sens que tu donnes, finalement, ça ne va pas durer bien longtemps. Dans l'apprentissage, c'est pareil. Alors, l'avantage qu'on a à l'école, c'est que bon, ils sont obligés de venir à l'école. Dans le cadre d'un coaching, les gens ne sont pas obligés d'aller s'entraîner. Même s'il y en a qui se mettent cette obligation-là, qui fait qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus parce qu'ils ont l'impression d'être contraints en permanence, alors qu'à la base, ils font ça pour s'amuser. Mmh. Mais ouais, c'est donner du sens. Et avec de la lavande à la glace, on donne du sens par des choses qu'ils connaissent, parce que c'est des choses qui sont autour de chez eux. Je me suis rendu compte qu'il y en a qui ne connaissaient pas du tout la brèche de Charence. La brèche de Charence, c'est un sommet, et le pic de Charence, qui est juste au-dessus de Gap.
Et on a quand même des gars pensés qui sont depuis 10 ans sur Gap et qui ne connaissaient pas du tout le lac de Charence et la vallée de Charence. Pourtant, c'est ce qu'ils voient tous les matins en se levant. Donc voilà, ça a donné aussi à certains l'occasion de découvrir des choses. Et je trouve que quand on habite dans les Hautes-Alpes et qu'on est un enfant des Hautes-Alpes, bien, tous les sports outdoor, c'est capital à mon sens de les connaître au moins et de les pratiquer encore plus, mais au moins de les connaître. Et la lavande à la glace, ça a permis ça. Qu'est-ce que toi, Nico, de ton côté, vas-y si tu veux rebondir dessus. Moi, il y a un peu mon ressenti, mais c'est aussi donner, tu vois, un petit peu du rêve aux enfants en utilisant la notoriété, entre guillemets, du sportif de haut niveau, même si c'est un petit sport. Quand tu parles de médailles internationales, ça parle, je pense, aux gamins. Et donc forcément, ils sont un peu plus à l'écoute qu'ils seraient avec un intervenant plus classique. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé formidable dans cette aventure, sans le savoir forcément avant, c'est cette notion de dépaysement à la porte de chez soi, quoi. Parce que, en fait, alors bien sûr, il y avait des véhicules un peu thermiques pour nous accompagner, pour transporter les vélos et tout, mais s'il y a un truc qu'on aurait pu faire en partant de chez nous, quasiment on continue, et c'est ça, moi, je trouvais génial, c'est que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs sportifs, alors que j'ai pu aller dans plein de coins du monde, mais là, c'est à côté de chez soi et c'est la découverte d'endroits dans lesquels tu n'es jamais allé, et vraiment aussi ce qu'il faut transmettre, je pense, dans la société dans laquelle on vit, c'est aussi cette notion de rêve, et que le rêve, c'est pas prendre l'avion et aller au l'autre bout du monde pour mettre des photos sur Instagram, et que si tu es un peu passionné comme nous de sport de pleine nature, avant d'avoir fait le tour déjà des Hautes-Alpes, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, globalement des Alpes, et puis après des Pyrénées, je sais pas si en une seule vie c'est possible, quoi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de points communs, notamment sur cet aspect défense de l'environnement. Toi, Nico, on sait que c'est un truc dans lequel tu es très engagé. Stéphane ou Nico, est-ce que vous pourrez nous raconter un petit peu le moment où vous êtes connus, dans quelles circonstances? Est-ce que tu te rappelles? Oui, je pense que c'était à 10 km de Vennes. Ouais, en 2012, je crois. En 2012, d'accord. Ouais. C'est ça, il y avait un tout petit monsieur qui était là sur la ligne, qui avait fait 6 heures de vélo la veille déjà, ou 5 heures, je sais plus. Il était venu faire le 10 Et il est en km. récup là, il est en récup 6 heures. C'est ça, ouais. Je suis parti vite devant Steph et Oui, il y avait un gros coureur à l'époque, c'était Laspar Abdelkader qui valait 28 minutes au 10 km, qui était sur Gap. Et ouais, et du coup, Nico, on s'était rencontrés là. Je crois que tu avais fait 3e, et nous, on avait fait, je crois que c'est Laspar qui a gagné, j'ai dû faire 2e. J'ai dû faire 33,03, si je me rappelle bien. Voilà, impressionnant. Je n'ai pas fait beaucoup, c'est facile. Et non, à partir de là, du coup, on s'est connus comme ça, puis on a échangé après la course, et finalement, géographiquement, on n'était pas très loin. Et si je me rappelle, ça commence à dater, mais si je me rappelle bien, après le moment où on a passé un peu plus de temps, l'année suivante, qui est le championnat de France à Gap, le premier championnat de France sur une seule journée. Donc, du coup, je suis venu souvent chez Steph, qui habitait dans le Champsort à ce moment-là, pour faire des recos. Et puis, de fil en aiguille, on a passé pas mal de temps. Pendant 2-3 années, on a fait beaucoup de sorties. Après, moi, j'ai déménagé plus en Savoie, de Haute-Savoie, donc on était un peu plus éloignés. Mais voilà, il y a des gens dans la vie où les vraies amitiés, c'est-à-dire que tu te vois pas pendant 7-8 mois, et puis en fait, quand tu te revois, c'est comme si tu t'es vu la veille, tu vois. Et c'est un peu cette relation-là qu'on a eue avec cette passion, je pense, commune du sport, et puis surtout, globalement aussi beaucoup d'échanges qu'on a eu autour un peu de la philosophie de la vie, ces notions un petit peu, je sais pas si on parlait forcément aux gens, mais de vivre en étant très dans le présent, d'être forme très modeste, mais d'essayer de devenir un peu chaque jour un peu plus sage que la veille pour profiter de la vie, et puis surtout apprécier le quotidien, quoi. C'est ce qu'on a tendance à un petit peu oublier dans nos sociétés de l'instantané. En fait, il y a un livre que j'avais lu, que j'avais conseillé à Nico, et ça nous a aussi rapprochés. Ça s'appelle Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. C'est Théo2LE. Et je trouve que c'est un super bouquin pour se recentrer sur soi et sur le vrai sens peut-être de notre existence, même si c'est pas facile du tout chaque jour de suivre, mais voilà. Beaucoup sur la notion d'ego, et je pense que contrairement à ce qu'on croit, on croit que le sport c'est beaucoup de l'ego, mais je pense que quand tu arrives à pas l'enlever complètement, mais à le mettre vraiment cet ego sous forme d'outil
mais que du coup, c'est toi qui décides d'utiliser ton ego et pas l'ego qui décide de te diriger, bah, moi, j'ai presque envie de dire, ça a presque changé ma vie, quoi, d'avoir lu ce genre de livre. Et puis après, bah, il suffit pas de lire, faut essayer d'appliquer. C'est un débat, c'est quelque chose de quotidien, mais je trouve que ça rend tellement la vie, en fait, plus facile quand tu arrives à avoir ce recul de rien prendre au sérieux. Alors, il y a des choses plus difficiles que d'autres, mais en fait, très souvent, moi, j'aime beaucoup dans ce bouquin, il y a une phrase, il dit est-ce que vous avez un problème maintenant? Et en fait, tu te rends compte que cette question-là, le oui, il est quand même très, très rare, quoi. Ouais, si tu es en train de chuter ou si tu tombes dans une falaise, oui, là, il y a un problème maintenant, mais très souvent, en fait, les problèmes, Tu les anticipes. mais il peut s'anticiper, et puis surtout, une fois que tu l'as vu, ben, tu mets des choses en place, et en fait, il n'y a pas la peine non plus de se stresser jusqu'à potentiellement le moment où le problème va arriver, quoi. C'est ça, Steph, qui vous a, entre guillemets, uni avec Nico, cette notion de zéro prise de tête et de recul, d'énorme recul sur ce que sur vos performances ou sur votre pratique. Alors bon, zéro prise de tête, non. Énormément de recul non plus, parce qu'on n'est pas non plus des moines tibétains. Mais déjà d'en avoir conscience, je trouve que c'est bien. De relire le bouquin ou d'y réfléchir, ben, c'est encore bien. Après, est-ce que c'est ça qui nous a reliés? Non, je pense que c'est aussi des vibrations, c'est des passions communes, voilà, puis c'est des moments de vie peut-être. Tiens, là, à ce moment, on se voit, et puis les deux sont là, et puis c'est du temps partagé, et puis finalement, le temps donné à l'autre, c'est bien plus important que tout le reste. Donc, puis moi, je trouve que je regarde la carrière de Nico, je trouve qu'il est vraiment impressionnant parce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Si on faisait des paris Unibet sur le trail, on pourrait miser sur lui. Parce qu'il valeur sûre. Il déçoit jamais. En espérant qu'au championnat du monde en Thaïlande, ce soit la même chose, mais j'en doute guère. Et voilà, et du coup, c'est une alchimie de plein de choses. Et puis là, il vit chez moi. En fait, c'est simple, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as pas beaucoup de gens avec qui, tu vois, on joue tous un peu un rôle souvent dans la vie et t'as pas beaucoup de personnes avec qui tu peux être pleinement toi-même, sachant que ça posera pas de problème, qu'il y aura pas forcément de jugement. Et ça, c'est des personnes comme ça, il y en a pas tant, donc c'est toujours assez précieux d'avoir rencontré. Après, chacun rencontre des personnes différentes parce qu'il faut que ça colle à sa personnalité, mais c'est vrai que ça, c'est agréable de vivre. Tu te prends pas la tête, tu sais que même si tu as laissé traîner un truc, tu n'auras pas une réflexion, tu vois, cette notion de ouais, on est là, on vit, et puis tu te prends pas trop la tête pour des choses qui ont pas beaucoup d'intérêt finalement, quoi. Stéphane, il regarde autour de lui pour voir si t'as rien laissé traîner. Il a laissé traîner des trucs, mais là quand même, mais bon. Non, mais là-dessus, je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai quand même évolué au fil de ma vie. Je suis bientôt prêt à faire famille. C'est ça l'amitié aussi, c'est de se faire évoluer. Il fait bien à manger. Ah, je vois. Bon. Stéphane, on parle souvent de toi comme le champion du monde de course en raquette, etc. C'est souvent la première chose dont on parle. Mais il faut pas oublier que tu es dans le milieu de la course en montagne et du trail depuis de nombreuses années, dans les années 2010. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces premiers pas là de trail en premier lieu? Ben, c'est vrai qu'avant, on ne faisait pas des trails longs. À notre époque, on faisait du court, on faisait de la course en montagne, du cross, du D-board. Et en fait, avec Nico, on avait fait pas mal de courses en montagne, le challenge de course en montagne à l'époque. En 2014, surtout 2014-2015. Ouais, c'est ça, montée du Nidec, montée du col de Vence, je ne sais plus trop ce qu'il y avait, montée du Semnoz, il me semble. Et ouais, c'est vrai qu'on commençait par ça, j'ai toujours fait du court en fait, peu du D-board, la course en montagne, et j'ai peu couru en trail. J'ai peut-être pas mis assez d'implication aussi dans la préparation, puis tout simplement peut-être pas le niveau aussi pour réussir. Mais ouais, je commençais par la course en montagne, et puis après, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller plus loin et faire plus de kilomètres, comme c'était dans l'air du temps aussi, quoi. Pourquoi pas essayer finalement? On voyait des gens faire l'UTMB, Diagonale des Fous, tout ça. Je ne suis pas allé jusque-là, mais je me suis mis à faire les 40 km. La 6000D, je vois, en 2013. Ouais, la 6000D. Ça, c'est un super moment, ça d'ailleurs, avec Sébastien Speller. Vas-y, raconte.
Et ben, on avait fini main dans la main et c'était une des premières fois où les gens finissaient main dans la main. Alors, on a été très critiqués dans un sens comme dans l'autre parce que pourquoi finir main dans la main? Et finalement, tu as envie de dire, ouais, pourquoi faire un sprint, quoi. Donc voilà, chacun a sa vision de la chose. Mais nous, on avait fini comme ça parce qu'on était dans le même team à l'époque. Et la manière dont on avait couru, c'était sympa et c'était un super moment et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Il y a une photo de ce moment sur ton site internet, stéphanericard.wordpress.com, qui effectivement, on vous voit sur la boîte avec l'un à côté de l'autre. Ah, je pense que c'est souvent ça, c'est aussi comment se déroule la course. Après, moi, ma vision de compétiteur, c'est de dire qu'il ne devrait pas y avoir d'ex-aequo parce que c'est le principe de la compète. Désaccord là. Bah, ouais, après, moi, j'ai évolué, j'ai partagé une victoire à la Saint-Élion. Après, moi, c'est mon avis personnel. Je sais pourquoi je l'ai fait, c'est que j'avais peur de perdre. Mais tu vois, par exemple, ça nous a pas traversé l'esprit avec Thibaut le week-end dernier sur la Gap en Cime parce que c'est pas du tout la mentalité de Thibaut, c'est plus la mienne. Mais qu'en fait, moi, personnellement, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la performance et pas tellement la place. Et en fait, Thibaut, il a couru 2 secondes plus vite que moi, mais en fait, la performance, elle est la même. Et oui. Mon esprit, tu vois, de la victoire, après, ça va plus être des fois des aspects un peu secondaires, matériels. C'est sûr que si on arrive dans la même situation au championnat du monde, bah, c'est sûr que c'est pas les mêmes retombées pour celui qui est champion du monde que pour celui qui est deuxième. Mais en soi, le but, c'est avant tout de faire ça pour explorer ses limites et que oui, il y a un résultat, mais qu'avant tout, c'est le chemin qui t'a conduit à ça. Et il y a aussi des fois où ça te paraît naturel de partager la course parce que il y a peut-être une course où en fait le coureur était longtemps devant, est revenu, puis après ça s'est attaqué, puis ça n'a jamais réussi à se départager, et que finalement, au lieu de faire 50 mètres de sprint, tu décides de partager ça, et ça c'est propre à chacun, et ça se respecte, même si tu vois, moi par exemple, je rêverais d'une arrivée de la Diagonale des Fous au sprint sur le stade de la Redoute, quoi. Je trouverais ça tellement énorme, ce serait génial, mais je pense que ça arrivera jamais trop, parce que s'ils arrivent ensemble, c'est que les coureurs, ils ont décidé d'arriver ensemble, parce que sinon, il y a tellement de moments pour faire l'écart avant. Ah, c'est sûr. Steph, toi de ton côté, tu disais, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellé, c'est j'ai peut-être pas mis au niveau du trail tout ce qu'il fallait pour... alors je sais pas ce que tu as voulu dire, est-ce que tu peux préciser? Oui, bah après, moi, je courais pas beaucoup. Je trouvais que ça faisait. J'essayais de me respecter au maximum. Et voilà, j'étais issu oui, c'était 2 marathons par an à l'époque en compétition, donc ça a bien évolué. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, je sais que j'aimais pas énormément de courir sur des longues distances, déjà parce que peut-être que j'avais pas le corps pour. Mhm. Que je me suis formé aussi comme un footeux et je suis quand même pas mal déséquilibré. J'ai quand même des soucis quand je cours longtemps. J'ai une sciatique là, du coureur. Ça m'est arrivé à la CCC quand j'avais tenté la CCC et j'étais obligé de descendre limite en marche arrière, ça me lançait, quoi. Donc voilà, chacun aussi différent par rapport à son corps. Jusqu'à 40-50 km, ça va bien, mais après, je n'ai pas encore assez exploré et j'ai peut-être des limites aussi de souplesse, tout ça, qui font que de moment, bah, je ne suis pas assez détendu, relâché pour trouver une foulée qui me permet de faire autant de kilomètres. J'ai envie d'essayer un peu cette année davantage, j'ai mis des choses en place. Et après, oui, je ne suis pas quelqu'un qui va m'entraîner énormément. Je suis plus, ouais, bah, je m'entraîne à fond pendant un mois, puis je fais la compétition, mais je ne vais pas être capable de m'entraîner toute une année, vraiment pour des gros volumes, parce que j'aime bien faire aussi autre chose. Ouais, ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure sur je pense, sa manière de voir la vie qui fait que il n'est pas capable de mettre en place des mois et des mois de préparation et que voilà, après, il a aussi, je pense, développer des grosses capacités de manière générale en pratiquant plein de sports. Donc, c'est vrai que des fois, c'est l'an dernier où il avait préparé rapidement la Simidé avec quelques semaines d'entraînement spé, puis il avait fait une super course. Donc, après, ça, c'est aussi propre à l'expérience. Quand on avance dans les années, il n'y a pas besoin non plus de s'entraîner des mois parce que notre corps, il a beaucoup de mémoire musculaire. Donc, dès qu'on lui remet un peu de spécifique, il se rappelle de ce que c'est. Et voilà. Et puis, le but, c'est aussi de se faire avant tout plaisir. J'avais un peu perdu ça, moi, c'est en début de saison, un peu parce que j'avais mal à un genou. Et là, en ce moment, on prépare les championnats du monde. C'est exigeant hein, physiquement, mais je trouve que c'est facile mentalement parce qu'il y a beaucoup de plaisir avec une super équipe, de partager une belle aventure. Et puis c'est aussi ça qui fait qu'on arrive à enchaîner des prépas, c'est est-ce qu'on prend du plaisir.
Et comme Steph, je pense que c'est encore plus marqué que chez d'autres individus, ce besoin de prendre du plaisir. C'est aussi ce qui limite le fait de répéter la même chose, quoi. Ouais, d'être monotâche, entre guillemets, un peu péjorativement monotâche ou mono-activité, c'est pas quelque chose qui te plaît trop, quoi. Ouais, bon, c'est vrai que dans le trail, tu peux quand même faire du vélo, de la Mm. natation, tu peux te préparer quand même avec plein de sports différents, mais bon, là-bas, il faut quand même courir beaucoup. Après, bon, c'est vrai que euh, moi, j'aime bien partager, donc j'ai de plus en plus de mal à aller faire du sport seul. Je dis pas que je le fais pas, je dis pas que j'aime pas ça, mais si je peux partager, je préfère y aller à plusieurs. Voilà, par exemple, on a fait un footing avec Elias et Jérôme, bah, c'était super sympa. Bon, j'y serais allé seul, je l'aurais fait, mais ça aurait été moins sympa. Et au plus ça avance dans l'âge, au plus j'ai envie de partager les choses. Et que ça soit à l'entraînement, mais en fait en compétition, c'est aussi une forme de partage, quoi. Parce que finalement, bah, tout le monde est dans le même délire, avec le même objectif, et c'est pour ça que voilà, quand on finissait ensemble là avec Sébastien Speller, ouais, bon, finalement, ouais, bon, c'est une compétition parce qu'on s'est dit que c'était une compétition, mais finalement, on a fait une sortie rapide et puis à la fin, on est là ensemble et puis ça changeait pas grand-chose, quoi, en fait. Mhm. Euh, et alors, donc du coup, tu rencontres, non peut-être pas, hein, à un moment donné, tu te mets à la course en raquette. Déjà, pour moi et pour, je pense, la majorité des gens qui nous écoutent, c'est quand même un sport qui est encore plus, comment dire, Méconnu. méconnu. Merci Nico. J'ai un peu du mal à trouver mes mots, mais comment tu arrives dans ce sport-là? C'est en 2008, en fait, bah, à l'époque, il y avait la Fédération française montagne et escalade proposait de la raquette. Et donc, il y avait une équipe, tout ça, avec TSL, et il y avait un gars sur Gap, un militaire, qui faisait pas mal de raquettes. Et puis, je m'entraînais des fois un peu avec lui, puis il m'a dit, ouais, viens essayer, viens essayer. Et puis, j'étais venu, c'est vrai que sur le coup, tu dis, ah ouais, bon, courir en raquette, moi, j'ai jamais couru en raquette, j'ai des randonnées, quoi, mais, parce que mine de rien, c'est quand même connu, la raquette. Pas en courant, mais en randonnée, quoi. C'est peut-être Mhm. un sport le plus pratiqué l'hiver. C'est, voilà, donc, et puis c'est un sport hyper ancien, quoi, parce qu'à l'époque, les Canadiens se servaient des raquettes, les Indiens se servaient des raquettes pour traverser les territoires. Et après, je me suis mis à aller sur une compétition et on y était allé et j'avais couru, j'avais bien aimé en fait de courir en raquette. Et puis en plus, comme j'ai une foulée un peu particulière avec un pied qui s'ouvre, ben, en fait, moi, je courais en raquette comme si je courais en basket pratiquement, Mhm. sachant que c'est des raquettes qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus fines que des raquettes De randonnée. randonnée. Mhm. Et puis ça m'a plu, et puis en fait c'était un très bon moyen l'hiver pour aller en montagne, pour aller courir aussi en toute sécurité et pas sur le verglas le soir après l'école, euh, basket au pied. Et là tu pouvais aller en raquette quand il y a la neige bien sûr. Et donc du coup je me suis mis à faire ça, et puis rapidement j'ai vu quand même que avec la vitesse que j'avais sur le plat et le fait que j'étais quand même puissant parce que j'ai des bons fessiers C'est le par foot, exemple ça. le foot. Et ben, du coup, j'étais puissant et voilà, et ça permettait de travailler pour l'été. Et puis après, la raquette, ça se développait pas trop, mais un peu, mais pas trop, mais un peu. Et puis j'étais allé voir une course en Italie, ce que ça donnait. Puis en course en Italie, il y avait quand même 5000 participants ce jour-là. Ah Ça oui, s'appelle la Ciaspolada. C'est populaire, hein, il y a des gens qui marchaient, des gens qui couraient. d'accord. Direct à la télé, c'était un truc de fou et j'avais participé et je me suis dit mais c'est vraiment super comme sport et j'avais bien marché et du coup je me suis mis à faire ça, j'ai vu qu'il y avait des championnats du monde. Je suis passé par la Fédération française montagne escalade qui à l'époque gérait encore la raquette et puis ça s'est fait comme ça, mais ils n'ont jamais développé parce il y avait peu d'intérêt pour eux, parce que le trail blanc est arrivé aussi à ce moment-là, et pourquoi courir en raquette alors qu'on peut courir en basket. Mhm. Voilà, sachant que la course en raquette, c'est pas du tout sur des pistes de ski de fond, donc Ouais, il y c'est a un sur de la rythme. poudreuse. Ça dépend, Mhm. il y a une alternance de passage trappeur et de passage damé. C'était en démonstration au JO de Vancouver en 2009. J'avais pas pu y aller parce qu'avec l'école c'était compliqué. Et c'était Jonathan Wyatt qui avait gagné d'ailleurs, bien connu du milieu, l'ancien recordman de Serginat. D'accord.
Mais bon, ça n'a pas été sélectionné, puis il fallait enlever une discipline, puis à ce moment-là, il y avait le biathlon aussi qui émergeait à fond. Voilà, puis il n'y a pas assez de fédés non plus, puis il n'y a surtout pas assez d'argent. Et aujourd'hui, ça représente quoi la raquette en France? Ah En ben, en termes... France, pour l'instant, il y a très peu de choses qui sont faites en France. Pour l'instant, aucune fédération cette année n'avait la délégation de la raquette. Euh, il y a une concurrence entre deux fédérations qui veulent la raquette. Donc là, c'est très bien pour sur ce sport. C'est le ministère qui va choisir. Et puis, on verra bien ce que ça donne. C'est quoi les deux fédérations? C'est FFA et Fédération française de randonnée, c'est quoi? Ouais, là, je dirais pas, mais parce que pour l'instant, c'est rien d'officiel. Hmm. Mais oui, tu as été sur La bonne piste. la bonne piste. Voilà, et tu t'es bien renseigné. Et donc, du coup, voilà, on va voir ce que ça donne. Après, euh, à l'international, il y a des pays qui développent la raquette, il y a des équipes nationales, il y a des pays qui ne font pas du tout de raquette non plus. Hein, c'est un petit sport, mais c'est un super sport. C'est une communauté et chaque année, il y a des nouveaux arrivants, puis des nouveaux pays qui développent, et puis ça fait quand même de belles compétitions. Voilà, c'est vrai qu'il y a certainement plein de personnes qui disent qu'il n'y a personne et que ça vaut rien. C'est leur droit, il n'y a pas de problème, on en a déjà parlé à maintes reprises, mais il y a des personnes qui connaissent aussi les gens qui sont alignés sur les courses, et c'est des sacrés personnages. Après, il n'y a pas une énorme densité, mais quand même, pour jouer devant, faut quand même s'entraîner. Nicolas, il a essayé la raquette. Ah oui, Ouais, j'allais poser la question justement. Qu'est-ce que ouais, ça évoque à Nico, la en fait, raquette? c'est des sports de niche, donc Hmm. effectivement, 15e du championnat du monde de raquette, ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur parce qu'il n'y a pas une grosse densité. Par contre, je pense que tu ne montes pas sur le podium d'un championnat du monde de raquette par hasard, quoi. Hmm. Et c'est peut-être un peu plus exacerbé dans le trail, mais c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, il va y avoir des championnats du monde, il y a des gens qui disent qu'il manque du monde. Bon, je suis persuadé que les médaillés des championnats du monde en Thaïlande, il y aura que des gens avec des palmarès. Bien sûr. Oui, après, on peut discuter. C'est sûr que c'est pas d'autres sports où le 20e mondial, c'est du très très haut niveau. Là, c'est peut-être pas le cas, mais la raquette, c'est la même chose. Et voilà, bah, Steph, il a battu un coureur comme Joe Gray. Les gens en France qui ont battu Joe Gray, il n'y en a pas non plus des dizaines, quoi. Même en course en montagne ou en raquette, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut. Voilà, ça n'est pas un sport pratiqué par énormément de gens, mais globalement, je pense que c'est vrai de tous les sports. C'est que quand tu es l'un des meilleurs du monde, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent, il y a toujours des gens qui ont essayé. Moi, par exemple, tu vois, j'ai essayé. J'ai vu une différence majeure, alors que peut-être je suis meilleur que Steph en trail ou en course en montagne. Mais c'est un autre sport, il faut plus de puissance. Il en parlait, moi je me rappelle, la première fois que j'en ai fait, je me suis tapé les malléoles, j'ai eu mal pendant 15 jours. Donc du coup, Ouais. tu te dis, je vais pas recommencer la semaine prochaine. Donc voilà, non, quand t'as pas essayé quelque chose, c'est toujours difficile d'avoir un avis. Et moi, je connais un petit peu le milieu globalement des sports d'endurance. Et ouais, c'est des gens qui viennent du marathon, ça court, je pense que c'est mieux que moi, mais des gens qui courent de 10, de 12, de 15. Bon, voilà, c'est quand même sportivement, c'est plus que respectable, quoi. Ah, c'est clair. Bah, si on prend en fait, depuis 2012, il y a des championnats du monde. Quand on voit le palmarès, en fait, tous ont un super palmarès. Si on prend 2019, les deux premiers du championnat du monde de raquettes, c'était les deux premiers du championnat du monde de course en montagne, en fait. Ah oui, Et César Maestri et Joe Gray. d'accord. Mais après, voilà, c'est des mecs qui sont. En fait, ce qui est intéressant aussi en raquette, je trouve, c'est que moi, j'ai réussi à battre Joe Gray en raquette, alors qu'en course en montagne, il me plante, je ne sais pas combien de minutes sur une course. Mais c'est un peu différent. Peut-être qu'il arrive aussi la fleur au fusil, moins préparé. On ne sait pas trop où il en est. Et puis, dès qu'il y a des passages trappeurs, le niveau il diminue, l'écart de niveau diminue. Et voilà. Et du coup, moi, je suis quand même vraiment content d'avoir pu courir avec des mecs comme ça et de les avoir vus. Alors que sur du trail, sur la course en montagne, je ne les vois qu'au départ. Là, par exemple, en Patagonie, le mec qui a gagné a fait 2 fois les Jeux Olympiques sur 10 000 mètres. Il y avait un mec qui valait 27,50 sur 10 000 et qui finit derrière. Voilà. Moi, j'aime ça, en fait, essayer de battre des gars qui sont bien plus forts sur la route, parce que la raquette, c'est différent. Voilà. C'est comme si un mec fait du ski de rando, il va faire du ski de fond, par exemple, ou un mec Mhm. du steeple va faire du marathon, quoi. Voilà.
Tu as parlé tout à l'heure d'une spécificité liée à ta foulée. Est-ce que tu peux approfondir un peu ce sujet? Quelles sont les spécificités techniques liées à ce sport-là? Bah déjà, il faut essayer de courir légèrement en canard parce que vous avez quand même des raquettes qui font presque. Sinon, on se tape les malléoles, c'est ça? Et ouais, C'est c'est ça. ça. La loi, c'est 52 cm de longueur et 22 cm en largeur. Mhm. Donc bon, ça fait quand même, c'est pas des baskets, quoi. Bon, les raquettes sont de plus en plus fines, elles font 320 grammes, c'est plus légères. Mais donc, faut déjà courir légèrement en canard. Après, faut être très puissant au niveau des appuis, très gainé pour maîtriser en fait l'élément, parce qu'on est sur un élément glissant quand même, qui est la neige, surtout sur des passages trappeurs. Et puis, il faut aussi courir avec une foulée plutôt rasante, parce que chaque fois que vous levez le pied, bah, vous avez un poids supplémentaire de la raquette, plus le poids de la neige qui est collé sous la raquette ou sur la raquette. Et à la fin, ça fait vraiment du poids à soulever en plus. Mais là, sur les courses en raquette, à chaque fois, ben, c'est terrible parce que enfin, moi, j'ai le sang dans la bouche et tous les autres, ils disent la même chose, quoi. Au bout d'un kilomètre, c'est des départs de cross, mais peut-être encore plus violents. Ah ouais. Et c'est terrible parce que souvent, c'est un peu en altitude aussi, les courses en raquette, ce qui est aussi pour moi un avantage parce que j'aime bien courir en altitude. Et ouais, c'est vrai qu'on passe quand même un mauvais moment. Le premier quart d'heure en raquette, c'est vraiment. Combien elle pèse? J'ai peut-être zappé l'info. C'est 320 grammes. 320 grammes, d'accord. Et en plus, il faut partir très vite parce que pour éviter la casse, qui est quelqu'un qui vous marche dessus, faut partir vraiment vite. Et voilà, donc c'est vrai que quand c'est damé, tu peux aller jusqu'à 18 km/h en raquette. Et des fois, tu alternes avec des passages trappeurs où tu vas à 10, même pas. Mais bon, ça charge dans les jambes. Puis derrière, tu sors sur le parcours, tu dois relancer sur une partie plutôt damée. Et c'est ça la raquette, en fait. Si c'est pour la mettre aux Jeux Olympiques et courir sur des pistes de ski de fond, ça n'a aucun intérêt, en fait. Ouais. Tu pratiquais la raquette de manière générale, et je pense que tu la pratiques toujours, en parallèle de l'activité trail l'été, ou comment ça se passe? Comment tu t'organises là-dessus? Ah oui, oui, bah en fait les compétitions souvent c'était en février, donc tu fais une préparation cross et puis tu mets un peu de muscu et puis après tu cours aussi en raquette. Ça m'est arrivé de faire des séances de VMA en raquette. J'ai un Canadien là qui s'appelle David Leporo, lui qui a couru le marathon en 2h18, qui va aller 29 au 10 bornes et il faisait la plupart de ses séances en raquette au Québec l'hiver et il m'avait dit que ça lui avait permis de passer des caps importants parce que voilà, le moment où tu enlèves la raquette après t'es trop bien, quoi, t'as l'impression d'être léger. Mhm. Ça m'est arrivé une fois de faire une séance genre 6 fois une, je me rappelle dans le champ de sort en raquette, de poser les raquettes et après de faire 6 fois une en basket. Bah, t'as l'impression Tu d'être voles. Kipchoge, quoi. T'as juste l'impression, hein, mais c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, tu regardes le chrono, tu dis, en fait, non, pas trop. Non, mais et puis c'est un sport aussi pour explorer. Hein, quand t'habites à la montagne, ça te permet quand même d'avoir accès à des types de terrains qui sont pas forcément très adaptés au ski ou plus des fois ce qu'on appelle un peu le ski de backcountry, qui sont des sortes de skis de rando, mais avec un talon détaché comme en ski de fond. Mais bon, ça demande déjà une technique Ouais. plus élaborée. Faut savoir bien skier et tout. Là, ça permet vraiment d'aller d'alterner à la fois, tu vois, des parties très montantes comme tu peux faire en ski de rando, mais aussi des parties où tu cours un peu plus ballonné, ce qui est quand même pas fou quand tu es en ski de rando. Donc non, c'est un sport qui est vraiment sympa. Après, moi personnellement, je trouve que tu as un peu moins de sensations en descente que ce que tu peux en avoir en ski, mais bon, tu te fais quand même bien plaisir en raquette quand tu descends dans de la belle poudreuse. C'est sympa et ça reste accessible, même s'il y a des quantités de neige importantes, tu pourrais pas aller en course à pied classique, quoi. Nico, est-ce que toi, Excuse-moi, Steph, vas-y, Alors, rajoute quelque chose. je voulais dire deux choses. La Ouais. première, c'est que mon but cet hiver, c'est de mettre Julien Rincon à la raquette, Ah, c'est-à-dire que quand il vient à Gap, lui proposer de faire de la raquette, mais chaque fois il esquive. on salue Julien, donc c'est dans la boîte, hein. C'est enregistré, hein. Et la deuxième, c'était tout à l'heure, il y avait Elias qui était là, Elias Kadi, donc, qui court pour Salomon, que j'entraîne. Et en fait, lui, il a fait beaucoup de raquettes. Et si tu fais un podcast avec lui, tu pourras lui parler de la raquette. Je ne veux pas parler à sa place, mais grâce à la raquette, il a vraiment progressé. Et sa troisième place à la TDS,
elle est aussi grâce à ces longues sorties raquettes. Cet hiver, on avait fait des sorties de 2000, 3000 en raquette. Ouais, c'est super dur. C'est très dur. Ouais. Une fois ou deux, on avait fait 3000, je me rappelle, à Orsières. Bon, je me suis blessé juste après. Parce que ça modifie la foulée aussi. Ouais, mais ouais, tu fais 3000 en raquette, c'est grosse sortie, quoi. C'est pire que 3000. Alors, ça tape un peu moins en descente parce que tu es sur la neige que ce que ça va taper à pied, mais ouais, la montée, je me rappelle, la dernière, je crois, quand on était je pense, on devait avoir fait 2002, 2003, on a fait une dernière montée quasiment au de la station. Ouais, je me rappelle, je n'avais pas souvent aussi souffert dans ma vie que cette montée-là, quoi. Et justement, j'allais te poser la question, et tu viens d'y répondre, Steph, mais est-ce que les athlètes, on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui utilisent le ski de rando, le ski de fond en saison hivernale, mais est-ce que les athlètes auraient intérêt à utiliser, donc on voit avec Elias que oui, hein, mais le problème c'est qu'avec la raquette, il y a aussi, enfin c'est pas un sport porté, on peut pas dire que c'est un sport porté. Bah non, parce qu'il y a quand même des chocs. Après, si tu fais pas mal de passages trappeurs en descente, bah, ça impacte très peu parce qu'en fait, il y a un petit amorti avec la neige, la poudreuse. Après, c'est vrai que ça modifie un peu la foulée parce que tu dois légèrement écarter quand même les pieds. Mais ouais, moi, je trouve que, c'est pas moi qui vais dire le contraire. La raquette, c'est un super moyen pour progresser. Si Nico en avait fait cet hiver, bah, il serait champion du monde dans 3 semaines. Non, mais c'est un vrai levier sur la force. Je pense que c'est une belle alternative, un peu. C'est pas vraiment un sport croisé comme on peut l'entendre avec d'autres sports, mais c'est un petit peu. Et c'est vrai que ça a cette notion quand même. Quand tu cours dans un passage trappeur, c'est vraiment c'est comme courir un peu ceux qui ont déjà couru dans un labo ou quand il y a vraiment de la boue, mais encore exagéré, ou courir dans la neige en basket. Mais disons quand même, ce qui est bien en raquette, c'est que tu arrives à courir dans la neige en te faisant plaisir, alors que honnêtement, quand tu as la neige et les poudreuses, franchement, moi je dis toujours ça en rigolant, mais la neige fait pour glisser dessus, c'est pas fait pour courir dedans, quoi. C'est clair. Et en raquette, c'est un peu entre les deux, tu vois. Ouais. Tu peux courir tout en n'ayant pas l'impression de lutter complètement contre l'élément, quoi. Ouais, puis tu peux t'amuser aussi si tu fais des sorties longues, à faire 1000 mètres en raquette, tu redescends, tu mets les skis, tu fais 1000 mètres en ski, bah, tu as fait une bonne sortie, quoi. Et puis, mine de rien, tu as reproduit une partie de ce que tu vis l'été. Ouais. Donc, et tu as goûté aux deux plaisirs. Voilà. Et puis, le soir, tu vas faire une séance sur la piste. Tu as fait une belle journée d'entraînement. Non, mais. Donc, il y a pensé. Ça, c'est le petit message pour Nico, en fait, depuis tout à l'heure que tu places. Nico, il devrait se mettre plus à la raquette, dans le trièvre. Il n'est pas trop ski de rando en plus, donc il n'est pas trop ski de fond, pas trop ski de rando. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, ça va être une introduction de l'hiver 2022-2023. Ouais, mais progressivité du coup, parce que la première fois que tu fais de la raquette, Nico, tu fais 3000 de D+, si j'ai bien compris. Non, j'avais fait une. Non, t'avais fait pas de la raquette. Non, mais souvent, quand on vient chez Steph l'hiver, on fait de la raquette. Hein. D'accord. Souvent, on fait le pic de Chaillol en raquette. Alors, si c'est pas damé, c'est vrai qu'il vaut mieux y aller à plusieurs parce que sinon, tu t'enfonces de 30 cm, il y a 1500 mètres de dénivelé, tu arrives à 3000 mètres là-haut, tu passes quand même une sacrée journée dehors si tu es tout seul. Alors qu'à plusieurs, bon, tu fais quand même des relais, c'est pas mal. C'est toujours les mêmes qui font les relais, mais Elias, il n'est pas souvent sur les relais, hein, tu pourras lui dire. En raquette, il reste toujours derrière lui, Elias. Ça va changer. Et le problème, c'est que Steph, il a un bonus. Quand tu es sur le vieux Chaillol, à partir de la cabane des Parisiens, on a 2007. Là, il a un bonus altitude. T'as l'impression. Il a pris l'option. Mais tu te dis, c'est pas possible, c'est pas le même sport que nous. Tu le vois, il monte là en courant. Toi, tu as déjà du mal à marcher. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu de difficulté avec l'altitude. L'hématocrit qui est hyper élevé, puis je sais pas, je devrais faire des courses en altitude en fait, mais bon, il faut en trouver quoi. Alors donc Ouais, bon, c'est aux États-Unis, mais il faudrait faire des courses un peu aux organisateurs. Si vous voulez faire un peu des courses en altitude, ce serait quand même pas mal quoi. Justement, tout à l'heure, tu disais, Steph, là, tu te préparais a priori pour rallonger un peu les distances ou aller, peut-être si j'ai mal compris, mais peut-être vers de l'ultra. Comment tu imagines là aujourd'hui? Donc, t'as pas répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu pratiques encore la course en raquette en compétition et le trail aussi parallèlement? Ah bah là, j'ai préparé tout l'été les championnats du monde qui étaient en Patagonie, début septembre.
Et là, là maintenant, on est parti, parce que c'est Nico là qui m'entraîne. Donc on est parti sur un cycle foncier. Et puis j'aimerais bien faire plus long parce que c'est vrai qu'avec l'âge, et puis j'ai envie de découvrir aussi quand même ce que c'est. Et je ne sais pas si je suis adapté du tout, adapté à ça, être capable dans la longueur d'avancer malgré la fatigue et tout. Nico il dit que non, mais du coup, Non, mais je pense que mentalement, en fait, la manière qu'il a de percevoir le sport, qui est voilà, de prendre beaucoup de plaisir, je pense que sur ces formats longs, il faut avoir cette acceptation de la difficulté, de peut-être moins de prise de plaisir, que voilà, le plaisir, il est aussi dans le fait d'y arriver, même si dans le moment. Mais par contre, je sais qu'il est aussi très fort mentalement et les titres qu'il a pu avoir en raquette, c'était en faisant des gros focus. Donc, il a en lui, après, c'est la question, c'est vrai tout le temps, c'est est-ce qu'il trouvera la motivation profonde qu'il y a en lui pour faire ça ou pas. Et ça c'est t'as beau être le meilleur entraîneur du monde, je peux pas trouver cette réponse-là pour les gens, en fait. C'est clair. Je dis pas que je suis le meilleur entraîneur du monde, loin de là, mais je veux dire, voilà, un bon coach, il peut faire plein de choses, mais il n'y aura pas faire naître la motivation. Et en tout cas, je pense que si tu es dans une démarche comme ça, de faire naître la motivation chez les gens aussi, c'est pas forcément tout le temps très sain, quoi. Donc il faut que chacun trouve son pourquoi. après, moi j'avais commencé par les sports d'endurance, par l'Ironman en fait. Je fais 3 fois l'Ironman. Bon, même si maintenant c'est moins long que les Oui, mais épreuves. c'est quand même pas des efforts courts quand même. Voilà, et c'est vrai que j'avais Et aimé. excuse-moi, Steph, j'allais te poser la question sur juste un petit détail, mais un détail qui en est pas un, mais sur les courses de raquettes, c'est quel format en règle générale? C'est entre 8 et 12 kilomètres et au D'accord. maximum c'est 500 mètres de dénivelé. Ok. Ça peut paraître pas beaucoup. Ouais, mais c'est péchu, quoi. Je peux dire que quand même, le dénivelé en raquette, c'est pas le même qu'à pied. Mhm. Quand il y a des passages trappeurs, tout ça, pour pas que ça dépasse plus de 12 kilomètres. Une fois, j'avais été invité en Italie à l'époque, il y avait un marathon trail en raquette. Alors là, c'était dans les Dolomites, je sais pas. Ça devait être une Les 3 jours. sacrée. Et puis horrible les doigts, quoi, parce que tu dois avoir froid en permanence. Mais, euh, Ah, mais tu parlais de l'Ambreman. Ouais. ouais, j'avais commencé par ça et j'avais bien aimé. En fait, j'aime quand même faire des longues bambées, tout ça. Après, est-ce que faire des longues bambées pour le plaisir entre copains, et faire des longues bambées en compétition sur un UTMB, c'est encore différent. Après, j'ai pas du tout la prétention de jouer les premiers rôles euh, sur des courses comme ça, mais je pense qu'il y a moyen de vivre de belles expériences. En fait, c'est surtout ça que tu cherches au bout d'un moment, c'est de vivre de belles expériences et de partager. Et c'est vrai que là, aller faire de la course en montagne, ben, je suis hyper limité parce que en vitesse, moi je progresse pas, ça fait 16 ans que je fais le même temps sur 10 km. Je fais 31 depuis 16 ans. J'ai jamais fait moins. Tu t'es déjà préparé spécifiquement pour le 10 km? Bah, quand même, j'ai des séances, quoi. Ouais. Mais après, est-ce que j'ai autant préparé Non, j'ai jamais fait 3 mois de prépa que ça, quoi. Mais Hmm. quand même, on peut préparer pour du cours, des crosses et tout. J'ai fait tous les temps du 10 bornes entre 31 et 32. Ah bah, j'ai presque tous fait. Mais j'ai déjà fait au mieux 31,02 une fois. Et au pire 31,59. Et depuis 16 ans, j'ai jamais fait. C'est quand même, la dernière fois, je repensais à ça, je dis c'est incroyable. Et en fait, voilà, je suis limité parce que est-ce que j'ai la motivation pour faire que ça? Non. Est-ce que j'ai la motivation pour ne faire plus ça du tout? Bah non, parce que j'aime bien aussi ça. Donc voilà, et j'ai envie de faire un peu plus long et de partager. Et puis je trouve que sur l'ultra, ce qui est bien sur les défis, c'est de le vivre avec des personnes aussi extérieures. Hmm. En ravitaillement, enfin cette année, je fais le ravitaillement pour Elias et sur la TDS, sur ses courses. Nico, j'étais allé le voir en 2015 quand il avait fait la CCC. Et chaque fois que tu vas sur des courses d'ultra, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Je trouve que c'est beau. C'est beau. Et le classement, il est quand même secondaire. Donc voilà, essayer de vivre ça. Mais je m'étais déjà dit ça il y a 2-3 ans. J'avais fait la CCC. Et j'avais fini en 15 heures parce que ça me lance la sciatique déséquilibrée. Et du coup, il faut voir si je suis capable de tenir ça et si ça me plaît vraiment. Et puis, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, Puis bon, il y a tout le chemin, même avant le départ, qui est déjà sympa à vivre, quoi. Et donc là, il y a un objectif de prévu. ben non, là, c'est essayer de voir si ça passe sur des longues distances, faire la période foncière et d'allonger les distances pour voir si ça se passe bien.
Et après, oui, moi j'adore quand même. Il peut être décrié, mais il est aussi adoré. C'est l'événement de l'UTMB. J'y vais chaque année et j'adore. Que je cours ou que je cours pas. Je trouve que c'est super bien organisé. Et oui, il y a des dérives, oui, écologie, oui, tout ça. Mais il y a aussi des bons moments, il y a aussi des partages, il y a aussi des belles leçons de vie. Donc, j'aime bien aller là-bas. Donc, j'aimerais bien participer à l'une des courses là-bas. Mais c'est vrai que maintenant, il faut des qualifications, tout ça. Donc, il faut s'y pencher pour pouvoir y aller. C'est quelque chose auquel je réfléchis souvent, Nico, je m'adresse à toi. Comment tu fais en tant que coach pour construire quelque chose quand ton athlète n'a pas d'objectif défini? Bah, moi, je trouve que s'entraîner en soi, c'est intéressant. Donc, quand tu vas pas avoir d'objectif, ça va un peu dépendre. Alors, il n'y a jamais zéro objectif, c'est quand même rare que quelqu'un prenne un coach en n'ayant pas d'objectif du tout sportif, ils sont pas toujours très définis. Et donc, du coup, selon la période, on va travailler un peu différemment. Mais je me rends compte, moi aussi, avec l'expérience, que, en fait, selon le type de profil des personnes, ben, on peut aussi, en fait, travailler les qualités de manière un peu continuelle tout au long de l'année, de faire un petit peu des petits focus par moment en fonction de la course. Forcément, faire des intensités courtes, si tu prépares un UTMB, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais par contre, toujours garder un petit peu la base. Moi, je vois un petit peu ça comme, tu vois, une boîte à outils où tu as un peu tous tes outils qui sont prêts. Il n'y en a pas un qui est au fond de la boîte et pour aller le chercher, il faut trois plombes. C'est un peu cette notion de, bah, ouais, si l'athlète, il me dit avec, pas 5-6 semaines, tiens, je vais aller faire ça, ben, normalement, il est déjà un peu apte à faire un peu tout et donc à aller vers cet objectif. Alors, je parle pas d'exceller sur ce Mhm. format forcément, mais c'est aussi que les gens ne s'ennuie pas. Moi, c'est s'il y a une chose qui je trouve est assez exceptionnelle chez mon coach Patrick, qui m'entraîne depuis plus de 10 ans, c'est cette capacité à se renouveler. Et tu vois, là, on prépare un 80 bornes, j'en ai déjà préparé. Ben, ça ressemble pas beaucoup au prépa que j'ai pu faire avant parce qu'on a intégré de la muscu, des nouvelles choses. Tu vois, là, aujourd'hui, on a fait, parce qu'on est en Thaïlande, du sauna, par exemple. Tu vois, ça te permet d'aller faire quelque chose de différent. Et voilà, cette notion de donner une palette aux gens, de varier les types de travail de qualité pour qu'ils ne s'ennuient pas. Et parce que ce qui fait progresser, en fait, c'est pas un planning sur 2-3 mois. C'est si l'athlète il devient passionné, qui s'entraîne pendant des années, bah là, il progresse. Et Mhm. presque, j'ai envie de te dire, quoi qu'il fasse. Très bien. Steph, de ton côté, tu nous as dit tout à l'heure que tu suivais Elias Kadi, qui a fait troisième de la TDS. Première question, quand as-tu commencé à suivre des athlètes en tant que coach? Et qu'as-tu mis en place avec Elias et nous expliquer un petit peu la relation avec Elias que tu as? Oui, bah, bon, moi j'ai été inspiré pas mal par Julien, quand même, Rancon, Mhm. au niveau coaching, puis ensuite par Nico, et je trouve qu'ils sont très complémentaires les deux. D'ailleurs, j'avais demandé à Julien de me faire une petite prépa pour les championnats du monde de raquettes. Et ça montre aussi le fait que j'aime bien varier, parce que les approches sont différentes et les personnes sont différentes. Voilà, mais bon, et donc du coup, les deux, je m'en inspire dans le coaching, parce que j'aime bien la manière de voir les choses. Et j'ai commencé, j'entraînais à Gap, en fait, au club de trail, au club de triathlon, et puis ensuite, c'est la CTR ici, dans en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est Laurence Vivier, Laurence Vivier, qu'on salue. voilà, qui m'avait demandé, parce que j'ai fait STAPS, j'avais passé des diplômes fédéraux en athlée, puis en foot, puis en tennis et tout, donc j'avais quand même une base. Et du coup, j'ai passé le diplôme, j'ai passé le CQP, puis ça m'a plu, et puis voilà, j'ai changé, et puis après j'ai commencé à suivre des athlètes de différents niveaux, dont Elias, en fait, que j'avais repéré sur une course, il était deuxième derrière moi au Trail de la Sainte-Baume. Il n'y avait aucun entraîneur, il faisait n'importe quoi, il faut le dire. Et voilà, puis c'est devenu un ami, on avait fait le Mont Blanc derrière, et de là, et en aiguille, j'ai fait des plans. Et en fait, je pense que ça marche bien parce qu'on est très proches, c'est vraiment comme un frère, en fait, Elias. Et du coup, Il est de la région, il est de il est Gap. Gap, ouais. Mhm. Il a fait du foot aussi, beaucoup, et il a vraiment le même état d'esprit que nous. Et du coup, voilà, je pense que quand tu es proche comme ça de quelqu'un, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher du tout. Nous, ça, je trouve que ça marche bien. En tout cas, il a une progression importante sur
les 3 dernières années et je pense que c'est pas terminé. Et voilà, donc du coup, je fais des plans à la semaine. Et puis on s'entraîne aussi beaucoup ensemble. Là, on vient de faire un footing. On est parti en Norvège ensemble, on fait pas mal de raquettes. Je l'ai suivi sur toutes ses compétitions. Elle a gagné le Trail du Ventoux, mais le 72 km. Il a fait 3e à la Maxi Race. Là, j'ai fait aussi son ravito avec son père et son frère. Une bonne petite équipe de ravitailleurs, on s'amuse bien. Et c'est ça aussi, de voir autre chose que la compétition en tant qu'athlète, mais le faire en tant que ravitailleur ou entraîneur, c'est cool aussi. Et puis sur la TDS aussi, et voilà. Je pense que c'est quand même vraiment, enfin, il est au Team Salomon, mais c'est quand même l'avenir du trail. En tout cas, il peut en faire partie s'il met les choses en place. Il y a vraiment des qualités importantes. Ouais, puis je pense que ce qui est aussi important, c'est, on parle souvent des résultats, mais c'est aussi, est-ce que on fait grandir les gens en fait dans la pratique, parce que bah forcément quand on a un peu plus d'expérience de la vie, c'est pas qu'on sait mieux que les autres, mais on a un peu plus d'expérience, on a un peu plus de recul, et c'est aussi transmettre ça. Le sport, c'est formidable, ça te donne plein de choses, et en fait, ce qui compte, c'est pas juste de prendre, c'est aussi de redonner quand t'as reçu des choses, et je pense que c'est aussi ça le rôle, qui peut être d'entraîneur, mais aussi moi dans ma pratique d'athlète, de partir en stage, pas forcément qu'avec des athlètes expérimentés, mais aussi avec des plus jeunes, pour leur transmettre, pour leur donner envie de voir aussi que bah tu peux t'épanouir là-dedans, et ouais, des super, de faire des entre guillemets des meilleurs humains, et que le sport serve à ça, et que oui, bien sûr, alors si tu veux vivre de ton sport, il faut réussir, mais il faut avant tout avoir cette notion d'aimer ça. Moi, j'ai un peu la relation que Steph avec Elias, je l'ai un petit peu avec Sylvain Cachard. C'est pas juste gagner, c'est aussi être là quand c'est plus difficile. Il a fait des courses aux US, c'était pas des pertes de ouf par rapport à son titre de champion d'Europe, mais c'est quelque chose qu'il aurait été incapable de faire, je pense, il y a un an, dans le contexte un peu psychologique dans lequel il était, de fatigue aussi physique. Il avait perdu un de ses proches, et malgré tout, il était présent. Et c'est aussi ça de te dire, ça, est-ce que j'ai réussi à amener quelque chose? Et je sais pas si c'est sur le plan de l'entraînement, mais sur le plan de l'humain, ça, je pense que ça a été un vrai plus, et c'est ça qui te nourrit aussi en tant que toi, être humain, quoi. Faire grandir les hommes plutôt que les athlètes, quoi. Ouais, voilà, et puis s'ils grandissent en tant qu'hommes, ils grandiront en tant qu'athlètes, il y a pas photo. Très bien. Stéphane, on passe aux questions, dures, alors dures entre guillemets, hein. Est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir de trail ou de raquette? Je dirais quand même, pas pire souvenir, parce que la vie est tellement courte que c'est un souvenir, mais c'est pas forcément les meilleurs. C'était le championnat de France en 2013 à Gap, de trail. Ouais, j'aurais dit ça. Ouais, parce qu'en fait, on avait gagné à Simidé avec Seb Speller, et moi j'étais vraiment en forme, j'avais gagné Dubaï Salomon derrière. Peut-être que j'avais fait une erreur d'ailleurs d'aller là-bas. Et au championnat de France, j'étais quand même l'un des favoris. Et c'était chez moi, c'était le premier championnat de France de trail. Et je voulais tellement bien faire aussi. Et j'avais mis un kawaii dans la montée, tout ça. J'avais transpiré, et, et j'ai dû abandonner. J'ai fini chez les pompiers sur la course. Alors que je pense qu'il y avait le potentiel pour jouer devant, en tout cas. C'est Seb qui avait gagné. Et ce jour-là, ouais, ça avait été vraiment très difficile. Et maintenant, avec le recul, ça allait carrément moins. Mais ouais, ça, Qu'est-ce c'était que tu en as retiré? J'en ai retiré qu'il faut pas mettre de kawaii, faut pas avoir froid. Je voulais tellement bien faire. Je me rappelle, dans la nuit, j'avais très peu dormi parce que je réfléchissais aux chaussures que j'allais mettre le matin. Je me rappelle qu'il pleuvait dans la nuit. Tu te rappelles, il pleuvait, Ouais, il pleuvait. ouais. Et je connaissais le parcours par cœur. J'avais amené Nico, Patrick Bringer. Ah non, mais puis il était vraiment super fort, quoi, parce que je pense que moi j'avais dû faire 5, 6, Ouais, 5, je crois. 5, je crois. Et j'étais clairement moins fort que Steph, quoi. Et non, il avait amené plein de monde sur le parcours, et ouais, à chaque fois, surtout dans les bosses longues et tout, il était vraiment bien. Et ce que moi j'en retirerais après, c'est une expérience, c'est que dans le sport, tu vois, ça arrive à d'autres athlètes, c'est que
tu vois, souvent, quand tu es relativement jeune, tu rates une fois, tu dis, c'est pas grave, je suis jeune, ça va revenir. Et en fait, des fois, ça revient pas, ça dépend des itinéraires de vie. Mais ouais, bon, déjà, un championnat à domicile, c'est pas tout le temps, mais des fois, bah ouais, t'as eu le super pic de forme. Et puis après, bah, en un an ou deux, le niveau, il peut monter d'un coup. Et toi, t'as pas forcément cette capacité à faire le jump. Donc, ouais, c'est un peu ça. Dans le sport, faut quand même toujours prendre quand il y a à prendre. Même si, bon, après, oui, maintenant, avec le recul qu'on a, on se dit, c'est pas très grave, c'est juste un abandon. Mais c'est vrai que sur le coup, voilà, ça se représente pas à chaque fois, quoi. Il y avait Patrick aussi qui était monstrueux cette année-là et il s'était fait une entorse, je crois. Ouais, exact. Mais ouais, c'est vrai que quand c'est à la maison, c'est toujours délicat parce que tu n'as pas le recul nécessaire en 2013. Voilà, j'étais quand même jeune encore en 2013. Et du coup, tu vas à tout prix réussir. Tu as ta grand-mère qui vient te voir, tu as tes parents, tu connais les chemins par cœur, mais je connaissais le parcours par cœur. Et je l'adorais ce parcours. Et à vouloir trop bien faire et à trop se mettre de pression, en fait voilà quoi. Et puis la veille de la course, j'étais dans tous les sens, à droite à gauche, alors tu me reposais, j'avais pas cette expérience-là. C'est sur la Gap en Cime? Sur la Gap en Cime, ouais. Et c'est là que tu te rends compte quand même que c'est à un tout autre niveau, hein, mais les mecs qui sont aux Jeux Olympiques, au Tour de France, qui sont vraiment des stars et qui gagnent tout le temps et tout, ils ont quand même un gros mental, quoi. Quand tu vois Usain Bolt, quand tu vois même les joueurs de foot, moi je suis très foot, mais quand tu es en train de critiquer les Neymar, Mbappé et compagnie, mais ils ont quand même un sacré mental, les mecs. Surtout pour se détacher de tout ce qui se passe autour d'eux, c'est clair que là on Nous, est quand même sur des... Notre petite sphère, enfin voilà, c'est pas toujours évident quand tu es jeune et quand tu débutes. Et eux, alors voilà. Et c'est ça peut-être qu'avec Nico, on essaie d'apporter dans nos coachings, c'est que voilà, on essaie d'avoir ce recul, cet état d'esprit-là qui permet peut-être de gagner du temps et des années d'expérience, pas sur le plan physio, mais sur le plan mental et recul sur la vie et cette fameuse phrase qu'on dit souvent, ceci passera aussi en fait. C'est-à-dire que ouais, puis ça passera quoi. Voilà. Donc moi c'est ce que j'essaie de dire à Elias et j'entraîne aussi Jules Delabel, là, un jeune aussi qui est pas mal et voilà et avoir cette capacité-là à revenir sur le moment présent et surtout prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Quoi, parce que ce qu'on fait, c'est que courir, quoi. Être un pied devant l'autre en montagne. Tout à fait. Ton plus beau moment de trail ou de course en raquette? C'est vrai que la simidée là avec Seb Speller, c'est un bon moment de partage, ouais, parce que moi c'était la première fois que je faisais aussi long. J'étais parti à l'arrache, mais complet. Et puis c'est vrai qu'en boss, cette année-là, j'étais énorme. J'étais arrivé avec 5 minutes d'avance sur Seb au sommet, alors j'en avais 7 de retard au 15e kilomètre. Et comme il y avait de l'altitude, c'était trop bien pour moi. Lui, il venait de l'Alsace, donc c'était compliqué. Ouais, et puis du coup, j'ai c'est une idée quand même en 2013, c'était beau. Et puis en 2018, j'avais gagné le championnat du monde de raquette en Espagne devant Joe Gray. Et je lui avais planté 1 minute 15. Et là, j'étais vraiment trop bien aussi. Je m'étais bien préparé, c'était en altitude, il y avait des conditions difficiles. Et d'autant que lui, il avait fait une 0,3 une semaine après sur semi. Donc j'étais quand même assez content de lui avoir planté plus d'une minute. Et puis j'avais gagné en 2016, je voulais regagner. Et c'était un moment particulier aussi, point de vue personnel, 2018. Et voilà, c'est des petites émotions que tu vis voilà, de manière perso, même si c'est pas des grosses disciplines, mais c'est des bons moments. Et en fait, c'est ça que tu retiens, quoi. Ton moment, qu'est-ce que je fous là? Alors, je vais pas te donner la définition. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on fout là? Ouais. En fait, on était allé en Norvège là au mois de mars avec Elias justement et Jérémy. Puis à un moment, on faisait un footing dans une sortie. On a voulu faire un sommet, sauf que nous, on est parti en soquette, pas du tout habillés, et on a voulu faire un 3000 là-bas. Enfin, l'équivalent d'un 3000 là-bas. Et en fait, on s'est dit, ouais, mais c'est juste à côté de la maison, ça va, quoi. Sauf qu'ils aient un froid de l'espace. Et franchement, mais vraiment, c'est la première fois que je me suis dit, ouais, c'est vraiment chaud, quoi, là. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Voilà, c'était à Tromsø, d'ailleurs. Ah, le pays de Kylian et de Voilà, Vélo. ouais, ça. Et on s'est dit, on va faire une Kylian, quoi. Sauf qu'on n'est pas Kylian, en fait. On est des gars pensés qui vivent à la ville. On vient un peu en montagne de temps en temps. Et on s'est fait un peu avoir par le temps et par
une expérience malgré mon Genre, c'est à passage. 1000 mètres, ça va, quoi. Tu sais, Ouais, mais c'était c'est ça. Charence, quoi. Et la fameuse phrase qu'on dit souvent, c'est horrible les doigts. C'est-à-dire qu'on a les doigts qui sont congelés. Et en fait, on a dû dire cette phrase, mais peut-être 50 fois dans la sortie, quoi. Ton moment extraordinaire, alors je précise le concept, c'est un moment lié au trail. Alors, on va agrandir à la course en raquette. Unique, particulier et dont tu te souviendras toujours, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. En trail ou en raquette, c'est ça? Ouais, peu importe. T'as le Ouais, droit, toi, t'as le droit. moi j'ai une montagne ici autour de chez moi qui s'appelle Chailleul. Et on s'était fait un défi avec Elias l'année dernière d'y aller une fois par mois. On était allé 19 fois du coup dans l'année. Et chaque fois de manière différente. Et en fait, j'adore être là-haut. Quand on est là-haut à plus de 3100 mètres, il y a une vue exceptionnelle. C'est C'est 1005 minimum, hein, quand même, pour y aller. Hein. Ah oui. Bah, c'est pas le petit sommet au-dessus de chez toi, tu fais ça Hmm. à la porte du boulot. Non, non, c'est. ouais, c'est. Bah nous, on faisait un peu le Chailleul comme Jornet faisait le Mont Blanc, quoi, tu vois. Mais pour nous, c'était déjà beaucoup. Et voilà. Et c'est vrai que les gens disaient, ouais, vous l'avez fait 19 fois, toujours pareil au bout d'un moment. Et en fait, non, parce que chaque fois, tu vas à une période différente, une saison différente, avec une forme différente. Des Euh, lumières, des... Et j'adore aller en haut du Chailleul. Et ce moment-là, quand tu es là-haut, c'est particulier. Tu arrives là-haut, tu fais, ah ouais, quand même, je suis encore allé en haut du Chailleul, quoi, tu vois, c'est pas rien. Ouais, puis il y a le classement des plus beaux tirs sur le vieux Chaillol. Ça nous fait toujours rire quand ceux qui ont des... mis de temps pour arriver au sommet, parce que c'est quand même un vrai beau sommet, quoi. Tu finis à plus de 3000. On a déjà vu des gens de très honnêtes sportifs on va finir difficilement le vieux Chaillol. On y En passe fait, à la Gapensim ou pas? non. Non, on y Non, passe non, pas. non. Parce que Souvent, J'ai fait la Gapensim une fois, mais je me rappelle plus si on y était passé ou pas. non, non, tu passes pas. C'est vraiment dans le Champsor, la station du Chailleul. Ouais, c'est vraiment au bord des écrins, quoi. Tu D'accord. as un panorama exceptionnel sur tous les sommets des écrins quand tu es, au vieux Chaillol. Non, mais c'est un vrai beau sommet. C'est un 3000 assez accessible. Il n'y Hmm. a, pas, y a pas de passage technique, mais c'est une sacrée rando quand tu fais en randonnée. Ça prend la journée, quoi. D'accord. Et en fait, tu as une cabane des Parisiens où tu es à 2007 et après, à la fin, tu es dans la rocaille. Bon, maintenant, ils ont fait un petit sentier, mais et de cette cabane des Parisiens jusqu'au sommet, franchement, tu fais jamais le malin parce que tu sais jamais comment ça va se passer. Voilà, et donc du coup, on a fait un petit classement parce qu'il y a quand même des beaux éclats, et on peut le citer d'ailleurs, parce qu'il a gagné la Gap en cime de 28 km, il n'y a pas longtemps. Tu dois le connaître, il est du Sud, c'est Pierre Amadeo, il se reconnaîtra, qui a pour l'instant la palme du plus bel éclat dans la montée du Chaillol en ski de rando. C'était assez incroyable, il a mis plus d'une heure pour faire quand même des Parisiens au sommet. Mais voilà, donc c'est. Jérôme Blanc aussi, au cours de notre défi de la lavande à la glace, il nous avait accompagné le deuxième jour. Donc, pour sa décharge, il avait déjà fait le pic de Bure, plus la Ouais. liaison à vélo. Mais bon, Jérôme, il s'entraîne plus pour la course en montagne, il fait pas des gros volumes. Et ouais, je me rappelle, la descente avait été long pour lui ce jour-là. Mais ça fait des souvenirs, tu vois, on en reparle. Ouais. C'est ça qui est beau dans le sport, c'est que tu as des souvenirs qui restent ancrés à vie sur des petits moments presque anodins, mais parce que voilà, il y a ce petit truc en plus qui reste, quoi. C'est clair. Steph, est-ce que tu souhaiterais nous, alors je pense savoir qui est-ce, nous conseiller quelqu'un pour intervenir dans le podcast? Oui, bah, Elias, je pense qu'il mérite et il y aura plein de choses à te dire et Il est d'anecdotes. là, Elias, là, ou pas? Non, il est parti. Ah mince, il est parti. Dommage. Il est parti. Il faut qu'il s'entraîne quand même. Hein, il reprend là, maintenant. La caresse du mois de septembre est terminée, donc il n'y a pas de podium à faire. Donc non, il s'entraîne, mais il sera ravi de faire le podcast dans Bon. ces conditions-là. On a vachement bien joué parce qu'en fait c'était déjà couru d'avance, on en avait parlé juste avant. C'était le cours Ouais. Florent, Steph, magnifique. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour terminer notre entretien? Ben, merci, merci pour le podcast, merci pour les questions, et puis je souhaite ben, beaucoup de courage à l'équipe de France de trail. En fait, j'ai pu m'entraîner avec Nico et Thibaut Garivier un petit peu, et j'en connais d'autres, Julien et d'autres. Et voilà, ils vont en Thaïlande, c'est un beau voyage. J'espère qu'ils vont faire des belles médailles. Et quoi qu'on en dise, c'est un championnat du monde de trail, donc bah, les absents ont toujours tort, il faut le dire. Et voilà, je pense que
les deux, ils vont être solides et il va falloir compter sur eux sur le trail long. Très bien. Nico, pareil, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci à toi pour tous tes podcasts, parce qu'ils sont toujours hyper intéressants. Ben, merci. Ce format long qui permet de rentrer au cœur des choses, c'est intéressant. Et puis, c'est vachement centré sur les individus. Et je trouve qu'on a cette chance dans ce sport, comme c'est pas un vrai sport professionnel, avec une filière de gens qui rentrent au centre de formation à 14 ans. Il y a des itinéraires de vie très différents et c'est toujours hyper intéressant de découvrir des individus, des fois qu'on connaît même un petit peu personnellement, mais avec qui on n'a pas des affinités très proches, de rentrer un peu au cœur de leur vie, et c'est super sympa. Donc merci à toi pour tout ton travail. Ben, merci beaucoup Nico, ça me touche énormément. Moi, je voulais juste dire ça, c'est qu'en fait, j'ai découvert les podcasts parce que quand je vais faire des sorties longues, je vais courir seul, je mets les podcasts. Donc il y en a plusieurs, dont le tien. Et en fait, je voyais j'entendais la voix, mais je n'avais jamais vu le visage. Et je voyais pas du tout ce visage sur cette voix-là. Donc, c'est marrant. Moi, on m'a quand même dit un jour, je dois l'avouer, et je passe le bonjour à mon Fredo, qui m'a dit « Je croyais que tu avais 60 ans ». Ouais, mais je voyais plus vieux par la voix. Mais du coup, c'est très bien. J'adore. C'est super tous les gens qui font des podcasts comme ça parce que tu donnes la parole à des trailers et c'est une communauté qui est riche et qui a plein de choses à dire. En fait. C'est clair, c'est clair. Super, il faut continuer. Comme je vais faire des sorties plus longues, tu peux faire des podcasts un peu plus longs. Ah bah alors attends, figure-toi que moi au début je les faisais plus longs les podcasts et qu'au fur et à mesure j'ai eu des retours où on me disait c'est bien long mais là c'est trop long quoi. J'avais fait des épisodes à 2h30, attends je regarde, on est à 1h30, tu vois, bon ça va encore, c'est raisonnable. Non mais c'est un bon format, je pense 1h30. C'est bien. Après tu les écoutes en plusieurs fois mais... Ouais 1h30 c'est bien, entre 1h et 1h30 je pense que c'est le format juste. Bon Steph, puisque tu vas pas passer à côté, on va faire les questions rapides. Ton plat favori après la course? Burger. Ah tiens, ça me plaît ça. Boisson favorite après la course? Le kombucha. Ouais. C'est quoi déjà? C'est fermenté que j'achète dans les magasins bio. C'est gazeux et il y a différents goûts, menthe, gingembre, etc. Ouais, ou vin rouge, mais kombucha. Ouais. Kombucha. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Fait maison ou industriel? Fait maison. Alors, tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Averse de pluie. Voilà, la suivante, je pense que je vais même pas te la poser. Allez, je vais te la poser. Tu préfères les racines ou le verglas? Verglas. Ça m'étonne. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De jour. Tu préfères une grosse crise de crampe qui te laisse sur place ou une grosse indigestion? Crampe. Quand tu cours, tu es plutôt podcast? Ouais, tu as répondu un petit peu, mais tu es plutôt uniquement podcast, musique ou rien du tout? Podcast. Podcast. Peut-être que c'est ton jeu préféré, hein, le tu préfères. Ah ouais. Tu préfères avoir deux bras. Alors, puisque tu aimes ce jeu, je vais te poser la question. Est-ce que tu préfères avoir 2 bras de 8 mètres? Ou à chaque fois que tu parles, tu as une horde de souris qui sort de ta bouche? 2 bras de 8 mètres. Comme ça, je pourrais peut-être jouer à un NBA. Allez, à toi, si t'en as un, vas-y, je suis preneur. J'en avais un pour Nico, en fait. Vas-y. Je m'attends au pire. Non, j'ai déjà posé. On a posé pareil à Thibaut aussi. Il dit, tu préfères être 3 fois champion du monde de trail ou gagner l'UTMB? Ouh. Et donc, la réponse? Moi, je dirais 3 fois champion du monde. Non, c'est beau. Bon, c'est cool. Merci à tous les deux. Franchement, c'était top. On a bien balayé plein de sujets différents. Et puis, merci pour vos compliments. Ça me touche beaucoup. Et puis bonne continuation pour la suite. Et continuez comme ça. Vous êtes au top. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Oui. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la conversation que nous venons d'avoir avec Stéphane Ricard et Nicolas Martin, que je remercie tous les deux du temps qu'ils m'ont accordé. Et oui, comme vous avez pu le voir, cet épisode a été enregistré quelque temps avant les championnats du monde sur lesquels Nicolas Martin a brillé. Donc je le remercie et je le félicite de nouveau. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Mais vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, voire même Strava à Nicolas Guilleneuf.
ou Nico Guilleneuve, vous cherchez un des deux, vous me trouverez. Vous pouvez également aider le LTP en notant avec 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laisser un petit commentaire. Ça aide toujours à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!